Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue à la deuxième édition de la soirée conférence Femmes d'avenir. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir en visio. On va pouvoir commencer. Donc, Femmes d'avenir est un événement qui est organisé par notre équipe de 15 étudiantes en dernière année à l'ENSAT. Cet événement vise à donner la parole à des femmes aux projets et aux parcours inspirants, à des femmes qui osent s'engager pour le changement. En effet, cette année, nous avons choisi comme thème de la soirée l'audace face au changement. Donc, au niveau du programme, on va commencer par un discours d'introduction. Dans une première partie, nous laisserons la parole à nos deux marraines, donc Carole Delga et Gaëlle Régnard. Puis chaque intervenante présentera son parcours. Dans une seconde partie, nous aurons un temps d'échange où nous poserons toutes vos questions aux invités. En tout, l'événement durera environ 2 heures. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Samedi dernier, je suis tombée par hasard sur un livre, Femmes puissantes par Léa Salamé. Vous vous imaginez bien qu'à une semaine de la deuxième édition de Femmes d'avenir, je me suis empressée de le lire. Parce qu'un livre avec un tel titre promet d'être inspirant. Et de l'inspiration, c'est ce dont nous avons toutes et tous besoin, surtout aujourd'hui. C'est avec ce livre, les actualités internationales et nos expériences de jeunes, femmes et engagées que nous avons décidé de vous accueillir ce soir. En 2020, Kamala Harris est élue vice-présidente de la première puissance mondiale. En 2020, Mariko a été la première femme transgenre élue maire d'une commune française. En 2020, en France, le congé paternité a été rallongé de 14 à 28 jours. En 2020, l'urgence écologique, sociale et économique n'est plus un secret pour personne. Et nous avons conscience qu'il est nécessaire de construire une société plus durable et plus inclusive. Et pourtant, en 2020, selon l'INSEE, 22,8% des postes occupés par les hommes correspondent à des emplois de cadre, contre 17,5% pour les femmes. En 2020, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de réduire leur temps de travail pour s'occuper de leurs enfants. Les mères ont ainsi une probabilité d'accéder aux 1% des emplois les mieux rémunérés, inférieure de 60% à celle des pères. En l'absence d'enfants, cette probabilité d'accès des femmes aux 1% des emplois les mieux rémunérés reste inférieure à celle des hommes de 30%. Enfin, plus généralement, 60,8% des femmes ont un contrat à temps plein contre 82,7% des hommes. Et les chiffres ne font que baisser avec le nombre d'enfants. Femmes d'avenir n'est pas un événement pour s'apitoyer, mais un événement pour inspirer. Comme l'a dit Elisabeth Battinger, rares sont les moments de l'histoire où l'alliance des mots ambition et féminine n'ont pas choqué. En effet, la situation évolue et il ne tient qu'à nous de poursuivre cette dynamique. Nous sommes toutes et tous responsables de la société que nous construisons et que nous laisserons à celles et ceux qui viendront après nous. Cet événement en est la preuve. En 2020, les femmes osent assumer leurs ambitions et cherchent à inspirer celles et ceux qui viendront après elles. Et de la motivation pour changer les choses, pour s'engager, les femmes que vous allez rencontrer ce soir en ont à revendre. Avec la deuxième édition de Femmes d'avenir, nous avons nous aussi souhaité participer à cette dynamique en mettant en avant des personnes engagées pour le changement. Des femmes aux profils différents et aux carrières inspirantes. Nos invités partageront avec vous tout le travail que la construction de leur parcours requiert, mais aussi de ces petits à côté, ces petites et grandes choses qu'elles ont dû réaliser ou sacrifier parce que ce sont des femmes. Dans l'un de ses essais, Mona Chollet écrit « À travers elle m'est venue l'idée qu'être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire, alors que jusque-là, une impression diffuse me suggérait que c'était plutôt le contraire. C'est tout à fait ce que nous ressentons vis-à-vis des femmes présentées ce soir. Jamais freinées par leur genre, elles ont su en faire une force. Nous ne pouvons que vous encourager à profiter autant que possible de cette opportunité. Posez vos questions, prenez une bonne dose d'inspiration et assumez la femme ou l'homme d'avenir qui sommeille en vous. » Donc, bonjour à tous. Merci les filles pour ce discours d'introduction. Donc, vous l'aurez compris, 2020 est l'année des femmes et nous sommes fiers de vous en présenter quelques-unes ce soir. On entre maintenant dans la première partie de la soirée qui consistera en la présentation de nos invités, donc nos deux marraines ainsi que nos 4 intervenantes. Nous allons donc commencer la conférence par le discours de Madame Carole Delga, ancienne ministre et présidente de la région Occitanie, et Madame Gaëlle Régnard, directrice générale de la Fédération du Crédit Agricole. Nous les remercions vraiment d'être là ce soir et je vous rappelle que vous pouvez déjà commencer à poser vos questions dans la rubrique Q&R du webinaire en précisant à qui la question est destinée.
Madame Delga, je vous laisse la parole pour votre discours. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie d'être ce soir avec vous, d'avoir été choisie comme marraine pour cette soirée Femmes d'avenir. Parce que dans la période que nous traversons, je pense qu'il est important de travailler à l'avenir, de donner un message d'espoir, et tout particulièrement à la jeunesse, parce que vous êtes particulièrement atteints dans les conditions d'enseignement, mais aussi dans les premières démarches que vous allez faire pour intégrer le monde du travail. Et puis cela a été rappelé, il est nécessaire de pouvoir agir pour que la situation des femmes s'améliore, que ce soit pour la promotion des droits, que ce soit pour l'égalité salariale ou aussi dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, je ne vais pas revenir sur les écarts de salaire, tout ce qui a été indiqué. Rappelez que comme présidente de région, il y a 18 régions en comptant les territoires d'outre-mer et nous ne sommes que 4 femmes présidentes de région. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle, puisque ce matin a été élue la première présidente du conseil départemental du Gard. Et donc, en Occitanie, il y a 13 départements et donc 13 présidents de départements. Et sur les 13 présidents de départements, il y en a 5 aujourd'hui qui sont des femmes, c'est-à-dire 40%. Et je le compare au score national, il n'y a que 15% de femmes qui sont présidentes de département. En Occitanie, on est en train d'améliorer le score. Quand j'avais été élue sur les 13 présidents, il n'y en avait que 2 qui étaient donc des présidentes. Aujourd'hui, il y en a 5. Donc, on a une progression, mais on doit continuer à aussi pouvoir progresser. Donc, la thématique de vos deuxièmes rencontres, c'est l'audace face au changement. Alors, ça me parle beaucoup parce que, en effet, il faut avoir de l'audace pour vraiment mettre en œuvre le changement, parce qu'il y a toujours des freins, des inquiétudes liées au changement. Et puis, dans le mandat que j'ai initié il y a de ça donc maintenant bientôt 5 ans, il y a le changement à une part très très importante, c'est-à-dire que nous avons voulu mettre en œuvre les bases pour pouvoir mettre en place un nouveau modèle de développement, changer les questions de lutte contre les inégalités qui malheureusement au XXIe siècle ne font que s'aggraver, mais aussi avoir un nouveau changement sur les modèles de production, sur le modèle économique. Et nous avons donc voté un pacte vert, un Green New Deal, c'est-à-dire concilier écologie et économie. Alors, pour avoir de l'audace, il faut être actrice du changement, et c'est ce que j'ai choisi en prenant des fonctions électives. Il y a donc maintenant de ça 12 ans. Voilà, j'ai commencé en étant maire de mon village, et puis après j'ai évolué au fil des rencontres et puis des opportunités. Alors, il faut s'engager, il faut être force de proposition, il faut être actrice du changement. Et s'engager pour une élue de la République, c'est tout d'abord trouver des solutions pour améliorer le quotidien des gens. C'est aussi s'inscrire dans des personnages inspirants, même si souvent on me demande quel est le personnage qui m'inspire. J'ai pas vraiment un modèle, mais c'est plutôt des actions qui en fait m'inspirent, comme celle de Lucie Aubrac ou par exemple des avocates comme Gisèle Halimi, ou aussi voilà, des hommes. Bien sûr, là, on célèbre les 50 ans de la mort du général de Gaulle. En effet, ce type d'engagement pour l'intérêt général, pour la grandeur de la France, je trouve que c'est vraiment très important. Mais pour autant, je n'ai pas un modèle à proprement parler, parce que mon profil est assez atypique dans le monde politique. Voilà, je n'ai pas fait des grandes études, je ne viens pas d'une famille de notables. Il n'y a jamais eu dans ma famille d'hommes ou de femmes politiques. Donc, rien ne me prédestinait à ces responsabilités politiques. Alors, je suis en fait le pur produit même de la méritocratie républicaine. Ben, moi, j'ai
franchi les étapes une à une, et en particulier, voilà, je suis le produit de l'éducation nationale. Mes profs, mes enseignants, voilà, dès la maternelle, enfin tout au long de mon parcours d'études, m'ont beaucoup aidé, voilà, et donc ils m'ont beaucoup encouragée. Et ils ont eu donc un rôle essentiel dans ma destinée. Donc j'avais fait un bac C après des études juridiques et économiques à Toulouse, donc à UT1, et puis après à Sciences Po. Puis j'ai intégré la fonction publique territoriale en étant cadre. Et puis je suis devenue donc maire de ma commune, et donc j'ai été élue pour la première fois en 2008, et je suis devenue directement maire, Martres-Tolosane, bon, commune qui est très chère à mon cœur et où je continue d'habiter. J'ai été réélue maire aussi en 2014, donc j'ai été élue à chaque fois au premier tour. En 2010, Martin Malvy m'a demandé de l'accompagner dans l'exécutif, et donc j'ai été élue régionale en 2010, et il m'avait confié une vice-présidence. Et puis en 2012, j'ai été élue là aussi au premier tour, députée du Comminges, donc la 8e circonscription de la Haute-Garonne. Et j'ai été nommée ensuite dans le gouvernement Valls secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation et à l'économie sociale et solidaire. Et puis après, j'ai démissionné en juin 2015 pour partir sur l'aventure des régionales. Et donc, voilà, j'ai été élue en décembre 2015, et la prise de fonction, ça a été donc le 4 janvier 2016. Et dans cette campagne des régionales, c'est vraiment la première fois que j'ai rencontré vraiment le machisme. En fait, j'avais 5 hommes contre moi, et tous, ils s'alliaient, mais vraiment, dans les débats, c'était quand même vraiment très éclairant, et c'était voilà, assez même troublant de voir à quel point il y avait une alliance masculine contre la seule femme candidate, avec beaucoup de réflexions très machistes sur le fait que j'allais pas avoir les épaules assez larges, voilà, que j'étais trop jeune. Donc, ils étaient tous d'ailleurs plus âgés, c'est vrai, que moi. Et puis voilà, ben, le peuple a fait que j'ai gagné face à ces hommes. Donc, c'est vrai qu'il y avait une forme un peu de mépris sur mes capacités à gérer une région de près de 6 millions d'habitants. Alors, une femme jeune qui a un accent fort, et qui est fière de ses origines paysannes et de ses origines modestes. Voilà, parce que comme je l'indiquais, je viens d'une famille, voilà, très modeste. Ma femme ma mère, je veux dire, était donc secrétaire, et puis a été, suite à un licenciement, elle est devenue femme de ménage, et j'ai jamais renié voilà, ces personnes, ce milieu très modeste. Je vis toujours dans la même maison, et donc je suis voilà, entourée pour certains de mes voisins qui sont âgés, qui m'ont vu naître, et pour qui voilà, je suis toujours Carole. Et puis mes nouveaux voisins, voilà, ce sont eux aussi des personnes modestes, et ça me permet, en habitant toujours à Martres-Tolosane, d'être connectée au réel, et de voir les difficultés des personnes qui ont des fins de mois, que ce soit des jeunes couples, des familles voilà, monoparentales, ou des personnes âgées avec de petites retraites agricoles. Voilà, donc je travaille pour ceux voilà, qui sont les miens, voilà, dont je fais toujours partie, voilà, ces populations modestes qui sont habituées à ne pas se plaindre, et chez qui on n'utilise pas d'ailleurs le mot argent. On dit qu'on n'a pas de sous, hein, voilà. Et donc ça, je n'oublie pas voilà, d'où je viens, et je fais en sorte toujours de donner plus à ceux qui ont moins. Et quand voilà, je peux rencontrer les élites, hein, que ce soit des élites intellectuelles ou économiques, ben, je pense toujours à ces gens, et je travaille beaucoup pour justement les défendre, et pour qu'ils soient fiers de moi, et surtout fiers d'eux-mêmes, hein, voilà, parce que je mesure aussi
ce que je représente en tant que femme, mais en tant que femme issue aussi d'un milieu modeste. Et donc voilà, dans les politiques que nous menons avec ma majorité, on est bien sûr très très attaché à la lutte contre le déterminisme social. Et c'est pourquoi notre premier budget, c'est l'éducation. Et nous sommes d'ailleurs la première région de France en termes de budget consacré à nos lycéens, à nos étudiants, parce qu'à travers l'accès à l'éducation, je sais que c'est la meilleure arme pour se défendre dans la vie, dans ce monde qui est assez violent, et tout particulièrement voilà, depuis quelques mois. Donc il faut avoir à travers l'éducation, bien sûr, des savoirs de base, mais aussi avoir confiance en soi et avoir confiance dans les autres. Et puis, voilà, nous travaillons également pour l'accès à la culture, et qu'il puisse y avoir là aussi une ouverture à des horizons nouveaux. Donc moi, je pense que vraiment, il faut lutter contre la fatalité. Et Simone de Beauvoir écrivait vraiment que la fatalité triomphe dès lors qu'on croit en elle. Et moi, ce que j'essaie d'insuffler à la population de l'Occitanie, c'est de croire en elle-même, d'avoir confiance dans les autres et d'avoir aussi confiance dans l'avenir. Alors ce changement, je le disais, on le met en œuvre parce que nous avons vu clairement que nous sommes arrivés au bout d'un modèle de développement, ce modèle qui était uniquement basé sur le profit, sur voilà, le PIB, en fait, juste sur des valeurs capitalistiques. Il faut aussi prendre en compte que nous devons avoir un modèle de développement qui soit plus respectueux de l'environnement et qu'on doit avoir une croissance en conscience. Et donc, c'est à travers le Pacte vert, le Green New Deal, que nous mettons en œuvre avec deux grands objectifs. Tout d'abord, stopper l'hypermétropolisation, avoir un rééquilibrage territorial, investir plus dans les villes et villages d'équilibre, et puis aussi donc avoir un nouveau modèle de développement qui soit moins consommateur d'énergie, et que l'on produise plus d'énergie renouvelable, qu'on consomme moins de terres agricoles, et que dans le modèle également économique, on favorise les circuits courts, l'économie circulaire. Voilà, c'est absolument indispensable. Bien entendu, il y a dans l'ensemble des politiques que nous soutenons une part importante de lutte contre les discriminations et bien sûr pour l'égalité femmes-hommes. Donc on a mis en place une commission égalité femmes-hommes avec de nombreux dispositifs. Tout d'abord, voilà, des actions dans les lycées pour lutter contre les stéréotypes, pour que les jeunes filles vraiment ne se mettent aucune barrière, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure, pour qu'elles croient dans leur avenir et donc qu'elles puissent penser à tous les métiers. C'est également beaucoup d'associations qui sont aidées, c'est plus de 200 associations que nous aidons pour des actions dans tous les territoires sur l'égalité femmes-hommes. Et puis c'est aussi vraiment beaucoup d'initiatives à l'attention des jeunes pour qu'ils soient vraiment les acteurs du changement de ce monde de demain que nous voulons voilà, plus juste et plus durable. Et nous faisons en sorte aussi que dans cette crise, nous répondions en donnant bien sûr le moyen à nos lycéens à travers l'ordinateur. C'est depuis que je suis élue 260 000 ordinateurs qui ont été distribués gratuitement à nos jeunes. C'est également faire en sorte que nos commerçants, malgré les graves difficultés, puissent continuer à exister. Et donc, on a créé 2 plateformes, tousoccitariens.fr, c'est pour acheter là, des produits alimentaires pour nos agriculteurs, nos producteurs, mais aussi nos restaurants pour les livraisons, les ventes à emporter. Et puis notre deuxième zone, deuxième plateforme, c'est d'Amazon. Là, voilà, avec pour consommer local, pour consommer aussi du produit en Occitanie, donc pour faire travailler les commerces de proximité et faire travailler aussi les artisans de notre territoire. Donc, pour s'acheter un jean fait 100% en Occitanie ou également un vélo ou des cadeaux de Noël, puisque c'est la période. Donc, je pense qu'il faut vraiment mieux se connaître,
soi-même, mieux connaître aussi son environnement, et c'est une des conditions de la réussite, et c'est une des conditions aussi du changement, d'avoir de l'audace, mais aussi d'être en capacité de rassembler. Il faut être audacieux, et puis il faut savoir fédérer. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir vraiment pleinement confiance dans l'avenir, et il faut être certain que le meilleur est possible. Il ne faut pas croire au discours décliniste. Moi, je crois beaucoup dans le génie, dans l'humanisme, et donc on doit vraiment être très, très volontaire. Et puis, il y a une citation de Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple, qui est malheureusement décédé. Et dans un de ses discours, il disait ayez faim, soyez fous. Alors, je vous souhaite d'avoir toujours faim de découvrir, pour mordre la vie à pleines dents, et surtout, ayez toujours une dose de folie et d'audace. Merci Madame Delga pour ce discours très inspirant qui montre votre engagement et vos actions au vu de provoquer ce changement et de tous nous encourager à être audacieux. Donc maintenant, nous allons passer au discours de Madame Gaëlle Régnard. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. C'est aussi un honneur d'intervenir avec Madame Delga. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de Femmes d'Avenir. Vraiment, les filles, vous êtes top. C'est super de faire des événements pareils. Donc, un grand bravo. Alors, moi, je suis aussi un pur produit de l'éducation nationale. Et je suis aussi, comme je pense beaucoup d'entre vous ce soir, ingénieure agro. Et pour vous décrire très simplement mon parcours, il se décompose en 2 grandes périodes. Une première au service de l'État, d'abord sur le terrain, dans la Nièvre, et puis ensuite au ministère de l'Agriculture, où j'ai beaucoup travaillé pour gérer des crises agricoles. Et en faisant ça, j'ai compris le poids essentiel qu'avait l'Europe dans les politiques agricoles, justement. Et j'ai décidé d'aller chercher cette compétence européenne. J'ai donc travaillé sur le sujet et j'ai participé à élaborer les positions françaises dans les négociations pour la politique agricole commune et la politique commune de la pêche. Et après cette expérience, j'ai rejoint le cabinet du Premier ministre, François Fillon. C'était au début de son mandat. Je suis devenue sa conseillère sur les sujets d'agriculture, de pêche et d'alimentation. Au bout de cette expérience qui a été réellement passionnante, j'avais 37 ans. Et j'ai regardé les 30 ans qui étaient devant moi et j'ai eu envie de complètement me rechallenger, de changer. Et puis de continuer à travailler sur les problématiques économiques que j'avais touchées du doigt à Matignon. Et c'était le début de la deuxième partie de ma carrière et de ma vie au Crédit Agricole que vraiment j'adore. J'ai beaucoup de plaisir dans mon travail. J'ai d'abord été directrice de l'agriculture à Crédit Agricole SA, qui est la structure cotée du groupe, qui détient les filiales du groupe. Et puis, je suis devenue directrice générale adjointe d'une caisse régionale. Une caisse régionale, c'est une banque coopérative qui est autonome sur son territoire. Donc, c'est un boulot passionnant aussi, bien sûr. Et j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et puis, depuis 2 ans, je suis maintenant directrice générale de la Fédération nationale du Crédit Agricole, qui est en fait, si vous voulez, le parlement des caisses régionales, donc qui construit le collectif entre l'ensemble des 39 caisses régionales du Crédit Agricole. Je ne vais pas détailler beaucoup plus ma carrière parce que ce n'est vraiment pas l'essentiel de ce que je veux vous dire ce soir en tant que marraine. Je veux surtout vous dire à partir de ce parcours que c'est possible en tant que femme d'affirmer son goût pour les responsabilités, d'affirmer sa motivation pour, quand on a envie de réellement influencer les stratégies des États ou celles des entreprises, chacun à son niveau. Et je voudrais aussi partager 2 événements qui m'ont aidé à progresser. Mais avant d'aborder ces 2 événements, donc je bosse un peu, je voudrais vous donner une petite explication sur la phrase que j'ai choisie ce soir, qui s'appelle, que j'ai choisie, qui est « C'est à nous d'amplifier la voix des femmes ». Alors, la voix des femmes, pourquoi c'est important? En fait, c'est une question de diversité, et la diversité, c'est une question d'équité, et c'est un facteur de performance pour l'entreprise et la société, je le crois profondément. La diversité, elle est nécessaire, et en fait, avec bon sens, de manière très pragmatique, il est clair que les types de talents sont différents entre les hommes et les femmes. Et donc, si vous n'êtes pas dans la diversité en tant que dirigeant d'entreprise, finalement, vous renoncez à certains types de potentiel et de talents et vous perdez en capacité d'adaptation. En fait, vous fermez le champ des possibles.
vous privez de la richesse des points de vue pour résoudre des problématiques complexes, et Dieu sait qu'on en a devant nous aujourd'hui. Et donc, en fait, très simplement, dans un monde en transformation très rapide, c'est un enjeu stratégique de long terme pour les entreprises, la diversité. Et c'est comme ça que j'interprète le thème que vous avez retenu, l'audace face au changement. En fait, on a besoin de tous les regards, de tous les talents et de tous les potentiels. Et pour ça, il faut que les entreprises agissent pour la diversité et que nous, en tant que femmes, et vous aussi, messieurs qui êtes là, nous ayons l'audace d'affirmer nos visions et nos convictions. C'est important qu'on les entende. Alors, il s'agit de performance, d'équité, mais aussi de votre épanouissement professionnel et personnel. Et donc, c'est évidemment extrêmement important. Or, aujourd'hui, par exemple, si je prends les startups en France, simplement 7% d'entre elles sont dirigées par des femmes. C'est une enquête de Starter et KPMG. Dans beaucoup d'entreprises, la mienne en fait partie, on recrute autant d'hommes que de femmes. Par contre, quand on regarde les cadres dirigeants, les femmes sont beaucoup moins représentées. Donc ça, c'est quand même un constat dont il faut qu'on se saisisse. Et pour ma part, je vous l'ai dit, il y a 2 événements qui m'ont aidée, qui ont été en fait des prises de conscience qui m'ont permis de progresser pendant ma carrière. Et je vous avoue que pour certaines, j'aurais aimé les avoir plus tôt, ça m'aurait aidé. Ce que j'aimerais, c'est vous les faire partager en espérant que ça peut vous être utile et puis que surtout, ça peut vous faire gagner du temps. Et c'est pour ça que j'ai vraiment accepté, et vraiment encore merci à toute l'équipe. C'est pour ça que j'ai accepté avec enthousiasme ce rôle de marraine. Le premier de ces événements, c'est en fait une rencontre inspirante. C'est important, ces rencontres. Ça a été avec Christine Lagarde, parce que je l'ai accompagnée, j'ai eu la chance de l'accompagner sur une négociation en Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne. Elle a été ministre en fait, de l'Agriculture pendant quelques semaines, Christine Lagarde. Elle a été inspirante au sens, pour moi, elle a été inspirante au sens où je trouve qu'elle incarne le leadership au féminin et qu'elle réussit avec beaucoup de naturel à être alignée en tant que personne de pouvoir et en tant que femme. Donc, elle montre que c'est possible. Et je voudrais partager avec vous une citation que j'aime beaucoup de Maya Angelou, qui dit « À chaque fois qu'une femme se lève pour elle-même, sans le savoir, sans le prétendre, elle se lève pour toutes les femmes. » Donc voilà, c'est ça inspirer, c'est ça transmettre. Donc je le fais avec vous ce soir, et puis toute l'équipe de Femmes d'Avenir le fait aussi avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on se mobilise. Le second événement, et en fait, ça a été la principale prise de conscience pour moi, c'est fait lors d'un séminaire sur le leadership au féminin, dans lequel m'avait envoyé le Crédit Agricole. Et le slogan de cette formation était « Oser être soi pour pouvoir agir ». Et en fait, il y a eu une séquence très intéressante sur les stéréotypes de genre qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidé, et ce qui m'a aidé, c'est à la fois de savoir reconnaître des stéréotypes de genre et de comprendre à quel point ils pouvaient être handicapants. Alors, c'est quoi reconnaître des stéréotypes de genre? J'ai 3 exemples personnels que je vais partager avec vous ce soir. Ce sera plus parlant. Petite, voyez, moi, on m'a appris à rester discrète en tant que fille, à ne pas me faire remarquer. Dans le sport, comme beaucoup de petites filles, j'ai été très, très encouragée à faire de la danse classique, alors que moi, ce qui me plaisait plutôt, c'était le judo. J'ai dû négocier dur pour faire les 2. Et je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, je pratique la boxe thaï depuis 10 ans et à bon niveau, et c'est vraiment ça que j'aime. Et puis, 3e chose, c'est qu'à l'époque, j'entendais beaucoup que j'étais un garçon manqué. Mes petits camarades me disaient ça. Et à l'époque, ça me rendait plutôt fière, en fait. Je me sentais forte, je me sentais intégrée quand les petits garçons me faisaient la réflexion. Et en fait, j'ai regardé ça après cette formation et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire littéralement être un garçon manqué? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis un garçon, mais en moins bien? Non, je suis une fille, je suis forte, je suis forte. C'est ça, les stéréotypes de genre. Et en fait, il faut aussi comprendre leur poids. Je vais vous donner des choses très factuelles. Il ressort de toutes les études, comme par exemple une de KPMG, qu'une femme n'ose prendre un job que si elle maîtrise à peu près 80% du périmètre. Les hommes, ils prennent beaucoup plus de risques, en fait. Et puis, dans le cours de cette formation, j'ai aussi entendu parler de quelque chose sur lequel vous pouvez faire des recherches, si vous ne le connaissez pas, c'est le syndrome de l'imposteur. Et puis, j'ai entendu des femmes, pourtant vraiment dans la réussite, qui expliquaient pour elles que c'était dur de prendre la parole en public, c'était dur de demander une augmentation pourtant méritée, ou encore de se positionner sur un poste. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être pas moi qui ai un souci, en fait, on a peut-être tout un souci. Et c'est peut-être tout simplement, voilà, ces stéréotypes, ce qu'on a entendu, et ça nous marque, et parfois ça nous paralyse aussi. Et là, j'ai compris que j'avais mon mot à dire aussi. Alors, pour tout vous dire, oui, j'ai réussi à devenir dirigeante parce que j'ai travaillé dur, vraiment dur, parce que j'ai pris plaisir dans mon travail aussi, parce que j'ai pris des risques quand des opportunités se sont présentées, puis qu'elles étaient cohérentes avec ma vie personnelle du moment. Mais être dirigeante, c'est aussi faire entendre sa voix, porter ses convictions.
Et je pense que c'est possible de le faire en restant dans l'authenticité, en fait, et en restant soi-même. C'est ça que je partage avec vous. Assumer qu'on aime la compétition et la réussite quand on est une femme, ne pas céder aux stéréotypes, ou assumer sa sensibilité quand on est un homme, c'est évidemment important. Et je pense qu'être dirigeant, c'est équilibrer les deux. Être sensible et pouvoir être dans la compétition et la réussite. Alors, en plus de l'engagement et du travail, vraiment, si vous arrivez à assumer ce que vous êtes vraiment, la voie est ouverte pour vous, vraiment. Hein. Les différentes prises de conscience dont je vous parle m'ont aidé et m'aident encore aujourd'hui à porter ma voix. Donc, je le fais avec vous ce soir. J'espère vraiment vous faire gagner du temps. Et je vous y invite, mesdames et messieurs, portez votre voix. Hein. Entraînez-vous tous les jours avec des petits pas. Prenez la parole, mettez-vous en risque en donnant votre avis, même si vous n'êtes pas sûr à 100%. Ne vous posez plus de questions, allez-y, hein, osez, c'est le moment. Faites-le avec une conviction, en fait. Vous pouvez faire la différence parce que justement, vous êtes différente. Et bravo encore une fois à l'équipe de ce soir qui a pris un risque et qui a pris la parole devant vous et donc qui a porté sa voix. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Régnard, pour ce discours même ce témoignage très inspirant, avec des exemples de vos propres expériences, des exemples et de ne pas oublier de lutter contre les stéréotypes auxquels on fait face. Donc, je tiens à remercier encore une fois nos 2 marraines qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours poser vos questions dans la rubrique Q&R du webinaire. Et nous allons maintenant passer aux présentations de nos invités. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de compter parmi les invités Madame Sarah Petro, ancienne apprentie de l'ENSAT, donc qui va nous présenter son parcours et ses récentes expériences. Donc Sarah, je te laisse la parole. Donc déjà, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je remercie aussi l'équipe Femmes d'Avenir. C'est vraiment super inspirant d'entendre ces discours-là. Je vais essayer de présenter un peu mon parcours qui est beaucoup moins fourni que les parcours précédents puisque je viens de sortir d'école. Et moi, c'est un peu plus particulier parce que mon parcours est un peu plus lié au monde agricole. J'avais mes grands-parents qui étaient exploitants laitiers et en fait, je me destinais pas à ça initialement, mais j'avais quand même ce lien-là depuis petite. Je voulais initialement faire vétérinaire, donc j'avais fait une prépa BCPST qui ne m'a finalement pas du tout plu. Donc, je me suis orientée vers un DUT agronomie. Et c'est là que j'ai eu un gros déclic en découvrant l'agroécologie dans ce DUT-là et en me disant, waouh, en fait, je sens qu'il faut que je fasse ça. J'ai absolument envie de m'investir là-dedans. Donc, j'ai intégré l'ENSAT en spécialisation Agreste et tout ça en alternance. Donc, j'ai travaillé 3 ans dans une coopérative et cette expérience-là, elle a été très, très formatrice. Elle m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, notamment dans la gestion de projet. Mais au final, même si ça se passait bien, que les gens étaient accueillants, c'était quand même compliqué pour moi de faire ma place dans un milieu qui est quand même très masculin et dans ce cadre-là très grand aussi, puisque quand j'ai quitté la coopérative, il y avait pas loin de 10 000 salariés, donc c'était quelque chose qui était assez compliqué pour moi, d'autant plus que je faisais des missions qui étaient très liées à la technique et je sentais que je n'avais pas assez en fait de liberté pour satisfaire mes envies et mes valeurs. Et en parallèle de ça, j'avais fait certains stages en exploitation agricole qui avaient été un peu compliqués pour moi parce qu'en fait, quand je me confrontais à ça, j'avais l'impression vraiment de rien savoir, d'être nulle. J'avais un peu des remarques comme quoi j'étais la blonde parce que je ne savais pas réparer un semoir ou faire ce genre de choses. Donc, j'avais vraiment une impression de ne pas être faite pour ça, en fait, et de ne pas être aussi légitime à poursuivre dans cette voie-là. Donc, ça m'a amené beaucoup de doutes. Mais au fond de moi, je savais que j'avais quand même profondément envie de m'engager face au changement. Je ne savais juste pas comment, en fait, et comment trouver quelque chose qui me convienne. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Opaline, avec qui je travaille actuellement, qui avait un projet qui s'appelait Les Agronomes et qui faisait du lien entre des jeunes, justement, qui veulent s'investir pour la transition agroécologique et qui veulent s'installer, et le lien entre eux et des fermes qui souhaitent également, elles, entrer en transition ou qui sont déjà pionnières dans ces questions-là. Donc, c'est vrai qu'elle m'a proposé de monter ce projet-là avec elle. Et ça a été une des premières fois où vraiment je me suis sentie à ma place et aussi où le travail que je faisais, en fait, était reconnu. Donc, j'ai compris que j'avais des compétences au final et ça, c'est super important. Et des fois, on l'oublie, on doute beaucoup, mais c'est juste, ouais, en fait, on sait faire des choses, on est unique et ces compétences-là, on les a.
Donc, on a créé une association et aujourd'hui, le projet, il a beaucoup grandi puisqu'on a lancé donc, l'école d'agroécologie voyageuse, qui est maintenant une société coopérative d'intérêt collectif, où on accompagne cette année 15 étudiants pendant 1 an en complément de leurs études pour qu'ils apprennent en fait l'agroécologie dans les fermes, tout en aidant les agriculteurs et les agricultrices dans leur transition. Et d'ailleurs, on a Madeleine Bost de l'ENSAT qui fait partie de cette première promotion dans le cadre de cette césure. Donc, ce projet, en fait, il a donné beaucoup de sens à ce que j'avais appris et à ce que je faisais. Et c'est vrai que j'avais ce projet-là, mais en parallèle, j'avais aussi ma volonté de m'installer depuis le DUT qui me trottait en tête et j'avais beaucoup de doutes là-dessus, mais je savais que j'avais envie de le faire. Et au final, je me suis lancée dedans puisqu'actuellement, je monte mon projet d'installation avec mon copain pour faire notamment du maraîchage sur sol vivant sur une partie des terres de mes grands-parents à côté d'Angers. Donc aujourd'hui, en fait, d'avoir ces 2 projets-là, cet équilibre, je suis super heureuse parce que ça n'a pas toujours été facile. Comme ça a été dit préalablement, c'est aussi beaucoup de travail. C'est accepter d'avoir un avenir qui est plus incertain que lorsqu'on est salarié, par exemple. Et parfois, on avait quelques remarques comme quoi c'était mignon, mais percher notre idée, ça n'allait pas sauver le monde, ou à l'inverse, que c'était un peu ambitieux et qu'on était un peu rêveuse. Et aujourd'hui, c'est un peu une belle revanche parce qu'on a réussi à lancer ça. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Je rencontre plein de gens géniaux et j'ai tellement de soutien de ma famille ou même des étudiants qu'on accompagne qu'en fait, ça gomme complètement les inquiétudes que je peux avoir. D'autant plus que être une femme dans le milieu agricole, c'est pas anodin. Donc, on reçoit aussi beaucoup de soutien pour ça, notamment via Femmes d'Avenir. Donc, je vous remercie encore. Et moi, c'est ça mon carburant aujourd'hui pour avancer. Donc, si je devais résumer, j'ai trouvé ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Je suis soutenue et ça l'emporte surtout. Donc voilà, c'est vraiment important de creuser ce qui nous plaît, ce qui nous anime et ne pas baisser les bras. Et il y a toujours un endroit pour nous quelque part. Merci Voilà. Sarah. Merci Sarah pour ta présentation qui montre finalement qu'on est tous capables de trouver son équilibre tout en gardant ses valeurs. Donc maintenant, j'invite Madame Jocelyne Porcher à se présenter. Bonjour, merci aussi de l'invitation et merci à toute l'équipe. C'est très chouette de vous entendre, ça fait plaisir. Alors, je n'ai pas le même âge que Sarah, donc j'ai un parcours un peu plus long. Je suis actuellement directrice de recherche à l'UMR Innovation et mon objet de recherche, c'est les relations de travail entre humains et animaux. Et j'anime une équipe qui s'appelle Animals Lab. Alors, je n'ai pas prémédité du tout de faire ce métier de chercheur quand j'étais jeune. En fait, j'y suis arrivée un peu, on va dire, par le fait du hasard et de la nécessité, mais il y a eu un moment quand même où je l'ai choisi. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant secrétaire dans une grande société pétrolière. C'est un métier que je n'avais pas choisi parce que je suis issue du milieu ouvrier. Et bon, en fait, c'était à peu près voilà, le niveau d'ambition qu'un gosse comme moi pouvait avoir. Donc, voilà, j'ai fait ce métier voilà, d'une manière quand même très détachée. Et je suis partie assez rapidement comment vivre. Enfin, j'ai quitté Paris, j'ai quitté ce métier et je suis partie pour la campagne. Et là, j'ai découvert en fait le monde rural que je connaissais absolument pas. Et voilà, petit à petit, en fait, j'ai eu des poules, des animaux, et j'ai fini par m'installer progressivement avec des brebis laitières et donc à devenir éleveuse. Puis après un certain temps à exercer ce métier, j'ai eu une rupture dans ma vie privée qui m'a amenée à reprendre des études auxquelles je pouvais prétendre puisque j'avais été agricultrice, donc je pouvais faire de la formation continue. Et donc, j'ai repris des études, en fait, du BTA agricole, que je n'avais pas quand je me suis installée. J'avais juste un BPA qui suffisait à l'époque pour s'installer. Et donc, j'ai repris des études du BTA à la thèse, en fait, en travaillant entre deux formations pour donc acquérir des droits à la formation.
Donc, en fait, moi, mon parcours doit beaucoup à la formation continue et j'ai beaucoup de gratitude pour tous les enseignants que j'ai rencontrés au long de ces 10 années de reprise d'études. Et en fait, ce qui a décidé de mon parcours, c'est ma rencontre au tout début de ma formation en 90, lors d'un stage, voilà, qu'on devait faire dans le cadre du BTA. Je suis arrivée dans une porcherie industrielle et ça a été un choc existentiel parce que moi, j'avais été éleveuse avec des relations voilà, respectueuses et dignes avec mes animaux. Les éleveurs que je connaissais, ils étaient pareils. Et là, je suis arrivée dans un monde qui m'a complètement choquée, bouleversée et révoltée. Donc, en fait, c'est ce truc-là qui a décidé de ma vie professionnelle et qui a orienté en fait mes questions de recherche, parce que je me suis demandé si ce que je faisais, c'était de l'élevage ou si ces systèmes industriels, c'est ça l'élevage. Donc, c'est cette question-là, qu'est-ce que c'est que l'élevage qui m'a orientée. Alors, ce que mon parcours a de spécifique en tant que femme, en fait, c'est deux batailles. C'est une bataille, bon, d'abord contre le destin social, mais qui est aussi marquée par le fait d'être une femme. Par exemple, se retrouver secrétaire. Enfin, je veux dire, c'est comme l'intervenante précédente, je n'avais pas tellement de goût spécifique pour ce métier très féminin. Et voilà, je l'ai pratiqué en fait d'une manière pas du tout féminine, quoi. À l'époque, c'était dans les années 80, j'allais au travail en casquette et j'avais un sac à dos, ce qui n'était pas du tout le cas de mes collègues, quoi. Et je sais que c'était voilà, une manière de révolte, quoi, enfin une façon d'être une femme qui était pas celle qui répondait aux injonctions qui étaient faites à l'époque. Mais il y a aussi dans mon parcours une révolte contre le destin social, justement, qui pousse un tas d'enfants qui pourraient faire des choses merveilleuses à des métiers bien en dessous de leurs compétences, quoi. Et donc dans le fait d'être une femme, il y a le fait d'être secrétaire en n'étant pas la secrétaire idéale et qui aurait répondu au canon du secrétariat. Mais aussi, quand je me suis installée comme agricultrice, pareil, le fait d'être une femme néo-rurale, c'était pas simple du tout. Mais là où ça a été encore plus difficile, c'est quand j'ai travaillé dans les porcheries industrielles, parce que j'ai fait des stages, mais après j'ai aussi travaillé comme salarié, voilà, entre deux formations. Enfin, entre deux formations, non. Quand j'ai travaillé dans les porcheries industrielles, ce n'était pas entre deux formations, je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et là, c'était très dur, parce que c'est un monde violent, viril, où le rapport avec les animaux que j'avais, c'était taxé de sensiblerie. Et cette sensiblerie, elle était, voilà, c'était parce que j'étais une femme, une pauvre femme, quoi, qui comprenait pas qu'avec les animaux, c'était autre chose. Il fallait être fort, il fallait, voilà. Donc c'était une bataille, hein. C'était des luttes constantes pour pouvoir pratiquer, pouvoir travailler à ma façon. Et pas obéir aux injonctions de violence, quoi. C'était pas facile et j'ai vécu des épreuves viriles extrêmement méchantes, on va dire, brutales, quoi. Et donc, voilà, si je peux dire quelque chose pour vous, les jeunes femmes qui m'écoutaient, c'est que enfin, je crois que moi, mon parcours, ce qui m'a motivé, c'est le désir de liberté, quoi. Et c'est pas récent. C'est depuis que j'étais jeune, j'ai vraiment désiré être libre et ne pas être la personne qu'on me disait que je devais être sous prétexte que j'étais une femme. Et donc, si je me suis dit quand j'étais jeune, comme le dit Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Quand j'étais jeune, je pensais très jeune, je me suis dit si c'est ça être une femme, ben moi, je ne serais pas une femme. Voilà. Et c'est ce que je dis, et c'est un enjeu aujourd'hui. Voilà. Être une femme, voilà. Est-ce que c'est
est-ce que c'est répondre au canon de la féminité? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et si ça veut dire toujours ce que ça voulait dire quand j'étais jeune, eh ben, il vaut mieux pas le devenir si on veut devenir soi-même. Voilà, mais tout ça, enfin, pour conclure, je dirais que tout ça se paye, c'est-à-dire que la liberté, choisir sa voie, mais on l'a entendu en filigrane dans ce qui a été dit avant, ça a un coût. Ça a un coût dans les rapports sociaux, dans les rapports avec les hommes, mais avec les femmes, parce que enfin, il n'y a pas que les hommes du tout qui m'ont barré la route tout au long de mon parcours. C'est tout. Enfin, la liberté a un coût, la connaissance, puisque je suis chercheur, la connaissance, elle a un coût. Voilà, et beaucoup de gens sont ignorants parce que c'est plus confortable. Donc, il y a des parcours qui sont confortables, et puis il y a des parcours, et je pense que c'est ceux qu'il faut choisir, la voie qu'il faut choisir, ou qui nécessitent de l'audace. Et moi, je dirais plutôt que de l'audace, je dirais du courage, parce que voilà, c'est avoir du courage pour. Alors moi, dans mon cas, il y a tout ce parcours visé à défendre mes valeurs, défendre une société humaine, juste, partageuse, pour les humains et pour les animaux. Et donc, voilà, tout ça nécessite... c'est pas un lit de rose. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Il ne faut pas lâcher, voilà, faut pas lâcher. Il faut se rappeler ça, que la liberté, elle n'est pas donnée, que tout doit se... il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Voilà. Merci Madame Porcher pour votre présentation qui mène autour de la réflexion de ce qu'est la féminité et de notre liberté et de la bataille qu'on a encore à mener. Du coup, maintenant, on va passer à la présentation de Madame Jade Moza qui nous vient aussi de l'ENSAT. Et donc, Jade, je te laisse te présenter. Merci Ainoa. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de Femmes d'Avenir pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de témoigner ce soir et très honorée. J'aurais adoré encore témoigner avec vous à l'ENSAT, mais bon, c'est déjà génial d'être parmi vous à distance. Donc, je m'appelle Jade, j'ai 27 ans. Avant de me présenter, j'aurais voulu vous partager quelques chiffres qui m'ont profondément marquée et dont j'avais pris connaissance il y a quelques années. Ces chiffres ils sont issus d'une étude menée par Ticket for Change, qui est une école de nouvelle génération pour les acteurs du changement et qui date de 2017. Et d'après cette étude, 94% des Français et des Françaises ont envie d'agir pour contribuer à résoudre nos grands défis de société que vous connaissez. Donc ça, c'est une chouette nouvelle. Mais pourtant, seulement 20% d'entre eux passent vraiment à l'action. Et encore pire, seuls 6% le font réellement par leur travail. Donc, c'est ce qu'ils appellent le gâchis de talent. Et moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, ce qui est assez flagrant, et ça a été vraiment beaucoup cité, on a entendu parler d'actrices du changement. Le problème n'est pas tant dans l'envie d'agir, c'est surtout dans le passage à l'action. Moi, personnellement, j'ai toujours fait partie des gens qui n'avaient pas une idée toute tracée de leur projet professionnel, mais qui étaient hyper curieuses, et surtout qui avait besoin d'être animé par ce qu'on appelle le sens. Vous devez savoir de quoi je parle, le fameux mot à la mode. Mais pour tout vous dire, moi, j'ai hésité entre Sciences Po et Agroveto en terminale. Je me suis finalement lancée en classe prépa Agroveto et j'ai enchaîné avec une école d'agro, pas n'importe laquelle, l'ENSAT, donc, la meilleure école d'agro en France, bien sûr, vous le savez tous. Et au fil de ma scolarité, je me suis rendu compte que le cours qui englobait vraiment ce que je voulais faire, c'était le cours nommé Développement durable, qui était piloté par François Purcell, que je salue d'ailleurs. Quand on parle de développement durable, ce qui m'intéressait, c'est qu'on dépassait largement les silos entre les spécialisations, on dépassait les silos entre les types d'organisations et les intérêts de chacun, parce qu'on y étudie des enjeux qui nous dépassent et qui surtout nous rassemblent tous. Et c'était en 2014 et tout le monde me disait, enfin la majorité des gens me disaient « Non mais Jade, tu ne pourras pas en faire ton métier ». Va plutôt soit en marketing, soit va retrouver un organisme technique agricole, enfin voilà. Mais il ne va pas là-dedans, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai pas voulu forcément suivre ces conseils-là, donc je ne me suis pas forcément tournée vers la facilité, j'ai voulu plutôt explorer
d'autres cultures pour justement déconstruire ces barrières mentales un peu qu'on nous impose, et surtout me connaître un peu plus pour savoir ce qui m'anime vraiment et ce à quoi je souhaitais contribuer dans ma carrière professionnelle. Je n'ai pas trouvé de meilleure solution pour ça que de passer à l'action. C'est pour ça que je tenais en introduction à parler du passage à l'action. Donc j'ai fait comme vous pouvez le voir sur cette maigre frise de mon petit parcours, j'ai commencé par un semestre d'échange aux Pays-Bas, puis une année de césure qui m'a vraiment transformée. Et je voulais vous parler d'une expérience, notamment, j'ai fait 6 mois dans une usine Nestlé au Guatemala. Donc je me suis retrouvée dans une équipe 100% masculine, dans une usine très masculine aussi, dans un pays inconnu pour moi, encore en développement, vous le savez, et avec une mentalité plutôt machiste dans le sens, malheureusement, que la femme a d'autres responsabilités que d'être, de prioriser, on va dire, son travail dans sa vie quotidienne. Et là, je suis arrivée dans cette usine en tant que chef de projet, donc femme leader, parce que je devais animer tout le sujet nutrition et santé dans l'usine, donc 500 employés quand même, parce qu'il y a des énormes problèmes d'obésité en Amérique centrale. Et j'étais en charge de designer notamment un programme pour faire perdre du poids à une trentaine d'employés de l'usine. Tout ça en espagnol, bien sûr, sachant que j'avais fait LV2, donc vous connaissez le niveau sorti LV2 espagnol. Donc j'avais 22 ans, j'étais une femme, j'avais un profil très européen, vous le voyez à ma tête, je passais pas inaperçue dans les rues. Et j'étais chef de projet, donc vraiment, je leadais une équipe pour m'aider sur ce projet-là et je devais du coup motiver des gens, surtout des hommes, à m'accompagner. Donc je voulais juste vous partager une des réflexions que j'avais prises au démarrage. On m'a dit, mais Jade, vous avez 22 ans, vous n'êtes pas mariée, enfin c'était des hommes qui me disaient ça, vous n'avez pas d'enfants, vos parents vous ont laissé partir, vous avez quand même du culot d'être là. Bon. Donc c'est peut-être ce que vous appeliez, Gaëlle, en introduction, un stéréotype de genre. En tout cas, le démarrage a été intense pour moi, mais ça a fonctionné. Les employés que j'ai sélectionnés pour ce programme-là, ils m'ont rejoint et les résultats ont été fantastiques. Et le plus important, c'est que j'ai noué un lien très fort avec ces personnes et je me suis aussi rendu compte de tout ce à quoi je pouvais contribuer en tant que femme et dans ma carrière. En parallèle de cette expérience, on a monté une asso, comme toi, Sarah, avec une amie que je salue d'ailleurs, Camille Navarrete. On a monté une asso, E-Voice. L'idée, c'était d'utiliser autant que possible tous ces voyages-là qu'on allait faire pendant la césure avec tous nos amis d'école pour aller à la rencontre d'agriculteurs et voir comment ils s'adaptent face au réchauffement climatique et aux aléas climatiques de manière générale. Et donc ça, c'était fait en plus. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, il faut vraiment que je continue à travailler sur les sujets de transition alimentaire, mais peut-être me recentrer sur l'agricole, c'est-à-dire le cœur de ma formation, car les enjeux sont trop énormes. Et j'avais le sentiment, j'ai toujours le sentiment qu'en tant qu'agro, j'ai la responsabilité d'essayer de contribuer à ces enjeux. Donc, j'ai poursuivi par un stage de fin d'études dans un fonds de dotation de Danone sur les sujets d'approvisionnement durable. C'était assez atypique pour un stage de fin d'études. Et j'ai pu ensuite croiser le chemin de une merveilleuse équipe dans laquelle je travaille actuellement, de Lait de Vache, une filiale bio et équitable de Danone, parce que j'ai pu me déplacer sur le terrain en Normandie et j'ai rencontré justement mon directeur actuel et mon manager actuel. Donc, tout est une question de rencontre. On en a entendu parler, mais c'est vraiment le cas. Donc, depuis 3 ans, moi, j'occupe un poste qui n'existait pas avant mon arrivée au sein de l'organisation du groupe Danone. Mon DG actuel, quand on a fait l'entretien, juste pour la petite anecdote, il m'a dit « Bon, Jade, juste pour que tu aies bien ça en tête, on est archi motivé, mais voilà, tu es très jeune, tu démarres dans un job que personne n'a fait avant toi, que tu vas devoir construire et dans une équipe qui fonctionne vraiment différemment du groupe parce qu'on est un peu comme une petite start-up dans le grand groupe. Et clairement, j'ai un profil très atypique. On a entendu ce mot au démarrage, comme vous le disiez, Madame Delga, je crois. Donc le terme, voilà, c'était vraiment très atypique. Et en fait, je suis, juste pour que vous compreniez mon job en deux mots, mais je suis à l'interface entre l'amont agricole et le business. Je pilote des programmes de développement de filières agricoles bio, notamment en travaillant avec nos 45 éleveurs laitiers partenaires en Normandie et nos partenaires techniques. Donc, éleveurs laitiers, grande majorité d'hommes, donc je suis souvent seule face à la masculinité, mais ça fonctionne plutôt bien. Je suis également en charge de tout ce qui est certification RSE, notamment Bicorp. Je ne sais pas si ça vous parle. Je pourrais parler de mes missions pendant des heures parce qu'elles me passionnent, mais ce n'est pas trop le sujet de l'intervention.
En tout cas, voilà, ce job, moi, il me construit tous les jours. Les sujets à traiter, ils sont énormes. Empreinte environnementale d'une ferme laitière, pérennisation du métier d'agriculteur, construction de filières de fruits français ou équitables, même construction d'un modèle d'entreprise vertueux qui voilà, place l'impact autre qu'économique en priorité. Et du coup, il faut faire preuve d'audace tous les jours pour accompagner ces projets-là qui ne sont pas forcément dans la priorité de tous nos partenaires et même de notre organisation. Donc pour conclure, mon parcours, il aurait pu ressembler à toute autre chose, mais voilà, j'en suis là. J'ai évidemment eu des périodes de doute, de réflexion, quand j'ai dû choisir mes stages, dû choisir ma spé, mes jobs, mais c'est vraiment le passage à l'action qui a eu un effet libérateur. Donc que vous soyez une femme ou un homme, l'audace, c'est tout simplement de croire en son potentiel, en ses intuitions surtout et ses convictions, et réussir autant que possible, je pense, à s'émanciper de l'extérieur. C'est un peu ce que vous disiez, Madame Porcher, juste avant. C'est voilà, c'est un peu l'extérieur et tous les prérequis qu'on nous donne au démarrage qui peuvent parasiter nos prises de décision, mais la meilleure façon, c'est de passer à l'action. Et voilà, je suis convaincue que si on fait pleinement les choses, qu'on reste fidèle à ses valeurs et qu'on a envie d'apprendre, les opportunités elles viendront naturellement à un moment ou à un autre. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci Jade pour ton partage d'expérience, pour tes chiffres. Et puis finalement, pour nous montrer que sa carrière, on peut aussi la construire en lui donnant du sens. Donc, pour finir, on va passer à la présentation de Madame Isabelle Michaud. Madame Michaud, je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous, parce qu'a priori, il y a quand même quelques messieurs, voire pas mal de messieurs. Je suis honorée d'avoir été sollicitée par ces jeunes femmes qui finalement m'ont inspirée à moi aussi dans leur façon d'appréhender les choses, etc. Alors moi, j'ai un profil, je ne suis pas issue du milieu agricole, et malgré tout, j'ai toujours voulu travailler dans l'agriculture. Depuis toute petite, je disais à mes parents, moi de toute façon, j'irai ramasser des pommes de terre. C'était mon kiff à l'époque. Voilà. Et donc, après un bac général en biologie, j'ai fait quelques années à la fac et puis je ne m'y suis pas retrouvée. Et j'ai fini par aller potasser pendant certaines heures de cours le CIO et les catalogues de formation pour trouver la formation qui a été une vraie libération pour moi, un vrai déclic qui a été de faire un BTS technologie végétale à Haussville. Et suite à ces 2 années de formation, on m'a un peu poussée à partir en post-BTS. Et au final, j'ai fini ingénieur des techniques agricoles et travaux agricoles de l'ENITA de Clermont-Ferrand en 1999. J'étais très orientée sur les filières plutôt végétales. Et finalement, les opportunités de stage, les rencontres au fil de l'eau m'ont permis d'embaucher sur mon premier poste, sur un poste de conseiller au vin, viande et fourrage. Parce qu'en fait, j'avais adoré dans la formation de Clermont cet aspect lien entre les fourrages, la production végétale et animale et l'interaction en fait, qui permettait aux différentes fonctionnalités de l'agriculture d'interagir et de s'interconnecter, de se rendre service les unes aux autres. Et puis j'y ai passé 2 ans. Mon conjoint était un pur produit de l'aéronautique, donc était sur Toulouse. Donc au bout de 2 ans, il a été important pour moi de rejoindre mon conjoint avec un projet de famille. Et j'ai eu la chance en mars 2002 d'intégrer la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne sur un poste de conseiller technique bovin, viande, fourrage, ferme de référence. Donc finalement, un milieu toujours assez masculin parce que malgré tout, les éleveurs restaient, du moins à l'époque, majoritairement des messieurs. Il y avait bien sûr quelques femmes et qui m'ont poussée en fait à m'affirmer au quotidien dans mon travail. Pendant plusieurs années, donc presque 10 ans, j'ai été conseillère de terrain auprès des éleveurs et auprès de l'association des éleveurs du Tarn-et-Garonne pour finir de 2013 à 2018 comme chef de service du pôle élevage de la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne. J'avoue que c'était un poste qui m'a fait, tout le monde me disait de toute façon, Isabelle, tu finiras chef de service, c'est sûr,
tu as les compétences pour, tu as le bagou pour, tu finiras chef de service. Et moi, j'ai toujours dit, non, mais attendez, qu'est-ce que je vais aller faire moi, chef de service? Ce que j'aime, c'est le terrain, les éleveurs, former des éleveurs, discuter avec eux, leur proposer des conseils, les accompagner dans leur démarche et dans leur vie d'exploitant agricole. Je ne veux pas être chef de service. Et puis, en fait, l'opportunité, la vie fait qu'à un moment donné, ça m'a été proposé à une époque où je m'interrogeais sur ma pérennité au sein de la Chambre d'agriculture. Donc, j'ai pris ça pour un nouveau challenge. Je me suis formée au management et j'ai intégré ce poste avec beaucoup de bonheur. Enfin, j'ai vraiment adoré cette approche en fait, de manager plus des éleveurs, mais des conseillers de terrain avec la construction de projets, etc. Alors, le sexisme ordinaire, toutes ces années de vie dans le milieu agricole, je l'ai un peu croisé au quotidien, avec des petites blagues, des réunions où j'étais quand même l'ingénieur en charge du sujet, des réunions du soir, on me disait « Non, mais attends, Isabelle, tu pourrais prendre des notes quand même, on n'a pas des femmes là. » C'était un peu notre secrétaire. OK, donc femme égale secrétaire. Des petites blagues de certains éleveurs qui, malgré tout, pour moi, n'ont pas été la majorité. Les éleveurs que j'ai croisés tout au long de ma carrière agricole étaient plutôt très bienveillants et puis n'avaient pas forcément comment dire, la démarche soit de me surprotéger, soit de me pousser dans mes retranchements pour que je prouve que j'étais tout aussi compétente qu'un homme. Malgré tout, il y a quand même eu des fois des petites blagues un peu déplacées, un peu salaces, etc. Alors, comme le disait Madame Renard, moi, on m'a toujours considérée un peu comme le garçon manqué, comme la fille qui a une grande bouche. Et du coup, un peu d'humour, un peu de répartie, et puis hop, je remettais les gens en place et je continuais mon bonhomme de chemin sans me focaliser sur les remarques ou les avis ou les petits préjugés du quotidien face aux femmes. J'ai toujours su assumer que si c'était moi qui récupérais mes enfants à la crèche ou à l'école, je partais à 17h30 ou à 18h et qu'il n'était pas question que je reste plus tard au bureau ou sur le terrain chez mes éleveurs. Je l'ai toujours dit avec beaucoup de franchise en expliquant que pour moi, c'était tout aussi important que mon travail et mon implication auprès d'eux. Et je pense que c'est en fait ce qui m'a toujours portée. Mon grand-père, qui avait traversé les Pyrénées en plein hiver pendant la guerre d'Espagne, m'avait toujours dit « Non, mais en fait, il faut faire ce qu'on a envie et il faut le faire avec le cœur. » Et à partir de là, femme, homme, peu importe, tout avance et on finit toujours par y arriver. Et c'est comme ça qu'en juin 2018, j'ai quitté la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne pour me lancer dans un projet de reconversion professionnelle. J'avais besoin, peut-être la crise de la quarantaine, comme on dit, j'avais besoin de retrouver du sens, allier plus mes valeurs environnementales et d'engagement avec mon nouveau projet professionnel. Et du coup, cheminant grâce aux rencontres diverses et variées que j'ai pu faire pendant ces 2 ans de transition, en janvier 2020, j'ai créé mon entreprise IM Conseil, au sein de laquelle j'accompagne les entreprises, plutôt des TPE, PME de la grande région, on va dire Occitanie, voire Sud-Aquitaine si nécessaire, dans la mise en œuvre de leurs premières étapes de leur démarche responsabilité sociale des entreprises, donc RSE. Parce que de mon point de vue, aujourd'hui, c'est un argument tellement valorisant. Madame Delga l'a dit, aujourd'hui, on ne peut plus penser avec les dogmes d'entreprise d'hier. Il faut mettre plus de justice, plus d'engagement, que chacun prenne ses véritables responsabilités. Et aujourd'hui, la RSE est quelque chose qui paraît, pour des petites entreprises, qui paraît un gros monstre, qui fait très peur. Et je me suis donné pour mission d'accompagner ces entreprises vers les jolies prairies vertes de la RSE, puisqu'à mon sens, ça ne peut que leur apporter du bien, du bon, parce qu'on va reparler mixité, engagement, prendre en compte les diversités au sein de l'entreprise, réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui et
j'espère pouvoir développer à plus long terme, quoi. Concernant l'audace, en fait, je suis un peu mal à l'aise avec ce mot parce que je pense avoir de l'audace, mais c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais petite fille à l'école maternelle, j'étais chef de bande d'une troupe de garçons et ça m'a jamais paru, comment dire, ça m'a jamais paru bizarre en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mon éducation a fait que j'ai toujours eu droit à la parole, autant que mon frère, autant que les messieurs de la famille. Donc, je ne me considère pas comme particulièrement audacieuse. En fait, je me considère juste comme une femme qui a, j'aurais été un homme, je pense que ça aurait été pareil, qui a juste envie de fonctionner avec son cœur et de mettre du sens dans ce qu'elle fait. Je suis incapable de fonctionner à contresens, à contre-cœur, pardon. Donc, voilà. La seule chose quand même, malgré tout, dont il faut avoir encore conscience, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, qu'il soit de l'entrepreneuriat ou du salariat, jamais de la vie, quelqu'un va poser la question à un homme en lui disant « Mais comment tu arrives à gérer, à concilier ta vie professionnelle et ta vie familiale ?» Ça reste une question, malgré tout, qui reste trop présente à mon sens et à mon goût dans le milieu professionnel. Et moi, je rêve du jour où nous, femmes, et vous, hommes, vous aurez pu porter cette parole comme quoi chacun a sa place. Moi, mon mari est très impliqué, s'occupe de ses fils. Ce soir, c'est lui qui les fait souper. Nos carrières professionnelles se jouent en parallèle et à juste valeur l'une et l'autre. Donc, je rêve de ce monde et je pense qu'on peut tous le porter. On n'est pas des ennemis et on est là tous pour avancer ensemble. Voilà. Merci, Madame Michaud, pour ce message très, très inspirant et comme quoi il faut faire les choses avec envie et avec le cœur. Donc maintenant, voilà, vous connaissez l'ensemble de nos invités, de nos intervenantes. Donc, vous êtes très enthousiaste au niveau des questions, mais vous pouvez toujours leur en poser dans la rubrique qui est dédiée. Donc, je remercie encore une fois l'ensemble de nos intervenantes d'être ici ce soir avec nous. Et pour le moment, nous allons faire une courte entracte, une courte pause de 5 minutes. Et je vous précise juste qu'un sondage va apparaître en pop-up sur votre écran. Donc, nous vous laissons prendre soin d'y répondre afin de mieux vous connaître. Et ce sondage, je le précise, est anonyme. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie des questions-réponses. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons reprendre avec la partie questions-réponses du public. Donc, on a eu beaucoup de questions de la part du public, donc merci beaucoup. Malheureusement, donc, vu le temps imparti, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tous. Donc, mesdames, pour rappel, certaines des questions qui vont suivre seront personnelles et plus basées sur vos propres expériences. D'autres, au contraire, seront assez larges pour que plusieurs d'entre vous y répondent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre la parole pour ajouter votre témoignage, si besoin. L'échange n'en sera en effet que plus enrichi. Pour commencer donc l'échange, nous avons une première question générale. Donc, comment définiriez-vous votre engagement face au changement et pourquoi est-ce important, voire nécessaire pour vous aujourd'hui? Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour y répondre. Madame Régnard, peut-être? Perdu. Ok, ça marche. Comment je définirais mon engagement face au changement? Déjà à travers le choix que j'ai toujours fait sur les postes que j'ai occupés en fait. J'ai toujours, moi ce qui m'a guidée depuis toute petite, mon père était prof et je suis pas devenue fonctionnaire par hasard en fait. Vraiment, je cherchais à être utile. L'utilité pour moi et puis les liens avec les gens, c'est vraiment mes moteurs. Et en fait, il se fait que j'ai essayé d'être utile à chacun de mes postes et c'est ce que j'ai retrouvé aussi au Crédit Agricole parce que c'est une banque particulière qui est coopérative, mutualiste et qui porte des valeurs aussi. Et donc ça, c'est mon premier engagement face au changement. Le deuxième,
Le deuxième engagement face au changement, c'est du quotidien en fait. Hein. C'est déjà de ne pas grandir seul. Je pense qu'on ne grandit pas seul, on grandit avec des équipes. Et donc, finalement, on prépare aussi ceux qui viennent derrière nous. Donc, on prépare l'avenir en faisant ça parce que finalement, c'est les jeunes qui feront face au changement. Et donc, voilà, le sujet de la transmission, pour moi, hyper important. Puis, le troisième point, c'est l'investissement dans des projets plus particuliers au sein de mon groupe. Je m'investis beaucoup dans le projet sociétal, ce qu'on peut faire en matière de changement climatique. Voilà, pour être très brève, hein, trois choses qui me viennent sur l'engagement face au changement. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la suite. Non, moi, ouais, Jade, mais c'est vraiment complémentaire de ce qui vient d'être dit. C'est vraiment être conscient des constats actuels et des enjeux auxquels on fait face et du coup des convictions qu'on a et voilà, faire en sorte que jusqu'à notre métier, aligner ça avec nos fonctions et les choix qu'on fait pour faire en sorte d'essayer de répondre à des changements à son échelle, même si c'est sur des petits pas et qu'évidemment on est tout petit et même au niveau de notre organisation, évidemment, on a l'impression que ça va pas assez vite, mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, chaque pas compte et que la somme de toutes nos actions va faire bouger les choses et j'en suis certaine. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment agir pour que ce soit différent, que ce soit évidemment à la place de la femme et dans tous les enjeux auxquels on est confronté. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir. Je veux bien rajouter quelque chose par rapport au changement. Je pense que le changement ne pourra se faire que si les personnes comme nous qui sommes engagées déjà dans le changement, ou ont pris conscience qu'il était urgent de faire quelque chose, se mettent en capacité de partager, d'échanger, de faire connaître nos engagements propres. Parce qu'en fait, il n'y a que dans le lien, la collaboration, la co-construction qu'on va arriver à faire changer les mentalités et faire évoluer les choses, quel que soit le sujet, que ce soit sur le changement climatique ou sur les égalités hommes-femmes ou sur bien d'autres choses, quoi. Très bien, merci. Bon, sur la question de mon engagement pour le changement, voilà, s'il n'y a pas personne d'autre qui prend la parole. Donc, moi, je pense que tout d'abord, c'est en ayant un style qui est assez propre, qui est assez atypique, hein, comme je le disais en politique, c'est-à-dire de pouvoir être sincère dans mes paroles, avoir une grande liberté de parole. Et là, je partageais tout à fait ce qu'a dit Jocelyne Porcher sur la question de la liberté. Moi, je pense que ça, il faut être très, très libre dans sa vie. Le bien le plus précieux, c'est la liberté. Et je fais en sorte, en effet, dans mon expression, d'être libre dans ce que je peux dire, d'être parfois très cash et de ne pas avoir toujours la langue de bois que peuvent avoir les politiques. Et puis aussi de pas... d'être libre également par rapport au parti auquel j'appartiens. Il n'y a personne qui me dicte mes positions. Je les fais par sincérité, par conviction. Et puis après, c'est aussi l'engagement dans mon style. Je veux dire, depuis quelques années, le monde politique quand même a beaucoup, beaucoup évolué. Et moi, j'avais choisi de rester fidèle à mes valeurs. Hein. Voilà, je suis une femme de gauche. Je suis restée au Parti socialiste, même si ces temps-ci, les temps sont rudes pour le Parti socialiste. Et j'ai pas voulu céder aux sirènes de l'opportunisme. Et donc, je pense aussi que ça, c'est dans l'engagement de rester fidèle à ces valeurs et d'avoir une liberté de penser. Et que même parfois, quand c'est pas à la mode, de rester en cohérence. Et puis après, ce qu'a dit aussi Gaëlle Reignard, je pense que le changement, l'engagement dans la fonction publique. Moi, je suis devenue fonctionnaire territoriale parce que j'ai été, avant d'être élue, j'étais fonctionnaire territoriale. C'était déjà pour essayer d'être utile, comme elle a dit. C'était pour changer le quotidien des gens. Et c'est vrai que j'avais choisi la fonction publique territoriale plus que l'État. Parce qu'il me semblait qu'à la territoriale, on était plus en contact avec la réalité. Voilà, donc moi, j'étais très intéressée par cela.
Et puis après aussi dans la méthode politique, parce que sur la question du changement programmatique, enfin, ainsi de suite, ça je l'ai déjà développé à travers plusieurs exemples que j'ai donnés dans mon discours introductif. Je pense aussi que dans le changement, c'est une méthode où on me démontre qu'on peut concilier, qu'on peut combiner, et que dans un monde que je trouve très violent, alors, tout particulièrement ces derniers mois, avec en plus une crise sanitaire qui va être liée maintenant avec une crise économique qui se rajoutait déjà à une crise climatique. Je pense qu'il ne faut pas opposer les gens et qu'il ne faut pas être dans des process de rupture, comme on entend beaucoup. Je pense au contraire qu'on peut avoir une grande ambition, mais en conciliant et en combinant. Et je crois que ça, c'est vraiment un vrai changement. On entend des discours qui sont d'opposition entre les élites et le peuple, d'opposition aussi par rapport à la couleur de peau, par rapport aux religions, par rapport aux catégories sociales. Et moi, je crois que vraiment le 21e siècle, c'est le siècle du collectif, et donc il faut savoir rassembler, il faut savoir concilier, combiner, et on peut tout à fait combiner l'écologie avec l'économie. On peut tout à fait combiner l'excellence, par exemple, avec la démocratisation des savoirs. C'est pas en opposition. Je pense que c'est ça aussi le changement, avoir un pas de côté et assumer une position qui n'est pas dans les stéréotypes ou dans les discours que l'on entend beaucoup sur des chaînes de grande audience. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Madame Porcher, je vois que vous avez ouvert votre micro. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Non, mais je peux, puisque je suis chercheur, je peux dire que l'engagement pour le changement, c'est en tant que chercheur, c'est aussi des choix de façon de travailler et de soutenir une recherche plutôt qu'une autre. Je le dis au moment où justement la recherche est particulièrement menacée. Et donc voilà, c'est aussi des engagements politiques forcément, puisque tout est lié en fait. Moi, si je veux être un chercheur qui fait bien son boulot et qui apporte quelque chose, qui participe à construire un monde plus juste et plus solidaire, voilà, c'est aussi des choix de façon de travailler dans la recherche et au service, s'interroger sur pour qui on travaille, au service de qui on travaille, ça dans la recherche, comme partout d'ailleurs, dans n'importe quel métier, c'est extrêmement important. Et là aussi, il faut du courage, je pense, pour participer à un projet de société qui va avec nos valeurs. Merci. Merci. On peut peut-être enchaîner avec une question qui était d'abord posée à Mesdames Delga et Madame Régnard, mais je pense qu'on peut l'ouvrir à toutes et que vous avez toutes quelque chose à dire d'intéressant dessus. Donc c'est la personne qui demande si le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans des postes à responsabilité, est-ce que cela ne viendrait pas d'une autre cause? Est-ce que, par exemple, ce n'est pas du fait que les femmes auraient moins d'intérêt à des postes à responsabilité, ou est-ce qu'il y aurait une variabilité liée aux individus et pas au genre? Bon, j'ai débuté là sur la réponse. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure déjà de la part des femmes pour accéder à des postes de responsabilité. Il y a une difficulté aussi de concilier vie privée et vie professionnelle. Mais après, par exemple, moi dans mon administration, il y a 7000 agents, et dans ma direction générale, j'ai la parité parfaite dans tous les postes de très haute responsabilité, et j'ai pas eu de difficulté à recruter des femmes. En revanche, dans mon cabinet, alors le cabinet, c'est, je préférais, les collaborateurs politiques. Voilà, vous avez dans une institution comme la région, vous avez les services, l'administration, puis après vous avez le cabinet. Et donc là, c'est sur des fonctions qui sont beaucoup plus liées à l'engagement partisan de la présidente. Mais là, au cabinet, j'ai beaucoup de mal, par contre, à recruter des femmes.
beaucoup de mal parce que l'image d'un cabinet, c'est d'avoir des amplitudes horaires qui sont très fortes, voilà. Alors, ce qui est un peu vrai, mais pas tellement. Moi, j'essaie de faire en sorte que quand j'impose à mes collaborateurs des amplitudes horaires très fortes un jour, ben, que le lendemain, il ne l'est pas. Voilà, donc je pense que en termes d'organisation, c'est pour les femmes qui sont là, elles sont pour la plupart d'ailleurs mamans et elles ont voilà, plusieurs enfants chacune. Je pense qu'elles arrivent à le concilier. Mais là, il y a vraiment une image qui fait un barrage. C'est-à-dire quand j'ouvre, parce que moi je publie mes posts aussi dans le changement au cabinet, moi je tiens à publier les posts. C'est-à-dire c'est pas juste par du réseautage voilà, que ça se fait. Eh bien, quand on publie le post, il y a peu de candidatures féminines. Voilà, peu de candidatures, mais parce que je pense qu'il y a vraiment des stéréotypes sur les postes de cabinet et que, en fait, les femmes n'osent pas candidater. Et ça, c'est terrible. Vraiment, ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Je partage tout ce qui a été dit. Je pense qu'évidemment, il y a des questions de caractère. Tout le monde n'a pas envie de devenir dirigeant, de prendre un poste où il travaille énormément. Il y a autre chose dans la vie que le travail. Et c'est vraiment une question d'équilibre personnel, en fait, et de ce qui nous motive les uns les autres, les unes et les autres. Je pense quand même que quand on regarde les chiffres, enfin, ils sont sans appel, quoi. Il y a autre chose que l'intérêt. Et il y a beaucoup, on pourrait y passer très longtemps sur cette question. Des sujets d'autocensure, des sujets que quand on est évalué dans une équipe, très souvent, comme les hommes sont aux commandes, et ben on est évalué par des hommes, et donc parfois on n'ose pas expliquer qu'il faut rentrer parce que, bah oui, effectivement, on a une contrainte qu'on doit respecter, qui est une contrainte perso. Et puis souvent, les femmes, au moment où on progresse dans l'entreprise, on prend des responsabilités, c'est les moments où elles peuvent avoir des jeunes enfants, et donc elles n'osent pas prendre le poste en disant, voilà, je vais devoir faire un choix. Et donc, tout ça est très complexe, mais il y a quand même énormément de freins, je pense, sur les femmes pour qu'elles progressent et qu'elles osent progresser. Et je pense je pense qu'il y a une chose très importante là-dedans, c'est quel que soit le choix de ces femmes, surtout, il ne faut pas les juger. Il ne faut pas juger une femme parce qu'elle prend un travail avec énormément d'horaires alors qu'elle a des jeunes enfants. Il ne faut pas juger une femme qui décide de passer son temps avec ses enfants parce que c'est ça qui compte pour elle. Et je pense qu'on libérera beaucoup l'envie et voilà, le désir de prendre ses postes à responsabilité. En tout cas, moi, j'ai une équipe qui est composée bon, j'ai la chance de trouver les candidates, hein, c'est pas évident. J'ai une équipe de direction générale avec moitié de femmes, et il y a quelques temps, c'était 3/4 de femmes. Je peux dire qu'il y a une super ambiance et que voilà, vraiment, les femmes aiment les responsabilités, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il faut aussi qu'il y ait un cadre pour qu'elles puissent le faire en s'épanouissant. Moi, pour juste rebondir, Gaëlle, sur ce que vous dites, il y avait un chiffre qui me marque et qui montre un peu avec quoi on part. Il y avait une étude qui était sortie justement de la part de l'ONU. Et en fait, dès l'âge de 6 ans, les filles pensent être moins intelligentes que les garçons. Dès l'âge de 6 ans. Donc, il y a quand même un petit démarrage, malheureusement, qui fait qu'on a cet a priori dans la tête, cette barrière mentale qui, je pense inconsciemment, nous inhibe dans cette recherche peut-être de postes à plus haute responsabilité. Et je pense qu'en effet, il faut oser, même à mon niveau. Évidemment, je n'ai pas du tout la carrure et la posture de ce que vous avez pu faire, vous deux, mais voilà, prendre aussi des missions qui nous mettent un peu plus en avant et nous exposent davantage. Il ne faut pas avoir peur, en fait, même de sortir sa zone de confort dans son métier, même dans ses études, pour voilà, piloter des projets avec de nombreuses parties prenantes dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle vous êtes, et qui vous confrontent un peu avec des points de vue différents. Enfin, en fait, je pense vraiment que c'est aussi dans l'action et dans la preuve qu'on va pouvoir changer ça. Mais pour ça, il faut oser et être, voilà, faire preuve d'initiative. Sinon, je ne pense pas que ça changera, et en vous, ça ne changera pas vraiment si vous ne le faites pas. Moi, je veux bien rajouter quelque chose c'est assez rigolo parce que hier, il y avait le programme Mixer de la CPME 31 qui était justement sur ces problématiques d'égalité hommes-femmes. Et l'une des administratrices de la CPME 31 a dit le problème aujourd'hui en France, et je pense de nombreux pays du même type que le nôtre, c'est qu'on demande aux femmes, j'avais noté la phrase parce que ça m'avait beaucoup plu, on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants,
Et on leur demande aussi d'élever leurs enfants comme s'ils n'avaient pas de travail. Et aujourd'hui, malgré tout, malgré nos engagements aux unes aux autres et à notre faculté à un moment donné de dire « Ok, moi je peux faire les deux et je l'assume et je le dis haut et fort », ça reste quand même malgré tout une sorte d'injonction sociétale en fait. Moi j'ai encore des gens qui m'ont dit « Mon Dieu, mais tu te lances à 45 ans dans l'entrepreneuriat, et tes enfants, et comment ils vont faire ?» Enfin voilà, moi mes gamins ils sont grands, c'est des ados, bientôt ils s'assumeront sans moi quoi. Et je crois qu'il y a encore ce truc. Et je pense mon mari se serait lancé dans l'entrepreneuriat, on lui aurait même pas posé cette question quoi. Merci beaucoup. Peut-être Sarah, toi aussi qui est un peu dans l'entrepreneuriat avec ton association, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je disais, je rebondis sur ce qui a été dit dans le sens où pour moi, c'est très lié à l'autocensure et à tout ce qu'on a accumulé aussi depuis qu'on est enfant parce que même si moi, j'ai des parents qui font très attention à pas m'inculquer des choses, enfin, comment dire, enfin, on a assimilé des choses qui font qu'on a plus ou moins certains réflexes aussi, parfois quand on est une femme, de ne pas oser les choses. Et en plus, quand on entend certaines paroles, ça vient encore plus nous freiner. Et du coup, parfois, on ne pense pas qu'on est faite pour ça. Donc, pour moi, c'est une des grosses raisons pour lesquelles on a parfois moins de femmes sur ces postes à responsabilité ou autres, complètement. Je pense que ouais, c'est une des raisons principales totalement. Et quand on entreprend, c'est vrai que parfois les gens sont un peu étonnés, mais ce que je disais, c'est que c'est aussi une force au final, puisque il y en a qui voient deux femmes qui montent un projet, c'est aussi pour eux, comme c'est étonnant, ça permet aussi de parfois pousser un peu plus vite aussi, je dirais. Je peux rebondir là-dessus, juste pour dire qu'effectivement, il y a aussi, c'est un moment où les entreprises, et en tout cas beaucoup d'entre elles, essaient d'encourager les femmes à progresser. Et c'est un moment exceptionnel pour oser justement, parce que en fait, les entreprises, elles accompagnent, elles se rendent compte, ce que je vous disais tout à l'heure sur la diversité, qu'elles sont plus riches en termes d'analyse, en termes de stratégie, si elles ont des profils diversifiés aux commandes. Et donc, vraiment, c'est le moment de pousser sa singularité. Merci beaucoup. Simon, j'ai réactivé mon micro. Petit souci. Merci beaucoup pour tous vos témoignages, en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Donc, on va continuer avec une autre question du public qui s'adresse particulièrement à Madame Mozart. Donc, quel conseil auriez-vous à celles qui veulent réussir professionnellement dans un pays différent du leur, donc pour faire écho à votre expérience au Guatemala? Ok. Bon, alors moi, mon expérience, c'était courte, mais ce que je recommande déjà, c'est d'essayer, si possible. Moi, j'avais la chance d'avoir pu, en gros, rencontrer et échanger avec une personne, un ancien alumni, qui était en fait le directeur de l'usine, un ancien alumni agro qui était directeur de l'usine, et qui m'avait un peu déjà apporté le contexte de ce qui se passait dans le pays et de tout simplement à quoi ressemblait ce pays et les enjeux auxquels il était confronté. Donc, moi, je pense que voilà, avant de mettre le pied dans un pays, une fois qu'on y est, il faut s'acculturer au maximum au pays. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que des rencontres. Donc, voilà, je ne sais pas du tout quel est le profil de la personne qui me pose la question, mais surtout, essayer d'aller sur les réseaux qui soient anciens élèves, les Facebook divers et variés des expats qui peuvent être là-bas, des étudiants qui peuvent être là-bas. Enfin, c'est vraiment le meilleur moyen pour vraiment s'épanouir dans son expérience. Et ça me paraît essentiel. Et après, après c'est juste, j'espère juste que vous puissiez trouver la structure dans laquelle vous épanouissiez, parce que évidemment, même si le pays est merveilleux, l'important c'est de trouver la structure et évidemment l'équipe qui va permettre de vous épanouir. Et pareil, pour ça, il y a, je pense, énormément d'organismes qui peuvent vous aider justement dans un peu le panorama des acteurs engagés sur les sujets qui vous intéressent. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de contacter. Si le Guatemala vous intéresse, vous pouvez me contacter avec plaisir, et d'autres pays éventuels. Mais voilà, contacter, et c'est le meilleur moyen de vous faire une culture sur le pays. Merci. Merci beaucoup. On a une question qui va plutôt s'adresser à Jocelyne Porcher.
en demandant quelle était la place des femmes dans l'agriculture dans les années 80 et comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, personnellement. Peut-être que on pourra ensuite avoir d'autres retours d'expérience de nos invités qui sont aussi dans le monde agricole. Oui, je pense que, parce que moi, mon expérience, c'est une expérience de néo-rural. Donc, voilà, En plus, je suis partie à la campagne un peu après l'époque de du grand retour à la terre, quoi. Donc, c'était déjà plus la mode, en fait, et du coup, je suis tombée en fait, dans un microcosme de paysans âgés et d'autres néo-ruraux voilà, qui m'a donné une idée de ce que c'était que l'agriculture, qui en même temps, ce monde-là m'a préservé justement de la violence que j'ai découvert plus tard et qui pourtant, je pense, n'était pas si loin de là où j'étais aussi. Voilà, donc je pense que moi, j'ai une expérience, oui, par rapport aux néo-ruraux et par rapport aux paysans âgés, quoi, des gens âgés voilà, qui avaient une relation à l'animal extrêmement à la fois dure et en même temps respectueuse, quoi, et donc, voilà, je pense que par rapport aux femmes plus généralement dans le milieu rural à l'époque, je pense que c'était encore très, très marqué par la fonction et le genre, quoi. Enfin, je pense que les autres interlocutrices pourront mieux en parler que moi. Ouais, si je peux enchaîner dessus, c'est vrai que moi, je compare aussi à ma grand-mère qui, du coup, était un peu considérée comme femme d'exploitant, puisqu'à ce moment-là, en fait, la femme n'était pas complètement intégrée à l'écosystème de la ferme en tant que telle. Donc, depuis, ça a énormément évolué, puisqu'aujourd'hui, il y a près d'un quart des femmes qui sont chefs d'exploitation ou co-exploitantes, mais à ce moment-là, elles n'avaient pas encore ce statut-là. C'est bien plus tard que sont arrivés aussi les statuts de conjointe collaboratrice. Je sais que ma grand-mère et mon grand-père se sont installés en EARL très tardivement. Et en fait, c'est ce qui a permis et c'est ce qui permet aujourd'hui aux femmes aussi qui sont impliquées dans les projets agricoles de toucher aussi les retraites, d'avoir plus de droits. Mais avant, c'était complètement autre chose. Donc, les choses ont quand même beaucoup évolué par rapport à la situation de la femme dans une ferme, mais on est encore très loin d'un idéal, mais voilà, ça a avancé. Et quand j'entends ma grand-mère en parler, elle me disait, bah, c'est vrai que dans les centres de formation où je vais actuellement, du coup, elle y allait déjà et elle me disait, j'étais la seule femme à y aller. À ce moment-là, c'était vraiment très, très rare. Et au final, elle a beau faire 1,50 m, elle disait, bah, je le faisais et personne ne me disait rien et ça se passait. Ça se passait, mais c'est vrai que c'était quelque chose de très peu courant d'avoir des femmes qui osent prendre la parole et qui osent aussi gérer des ateliers en tant que telles. Donc, je pense que ça se fait de plus en plus et c'est super qu'il y ait des gens justement qui permettent de relancer cette dynamique-là. Juste un petit commentaire en complément pour montrer qu'il y a en effet de l'espoir dans le sens de ce que tu dis, Sarah. J'ai monté moi cette année une formation justement un peu nouvelle avec un centre de formation pour former à l'élevage laitier bio, mais voilà, avec tout système en gros. Et donc c'est tout nouveau, on part de rien, mais on a lancé la première promo cette année et donc on avait 8 candidats, 8 inscrits. Ils ont participé à une semaine de découverte en gros en Normandie et il y avait 6 femmes. Donc ça voulait dire 6 femmes qui réfléchissaient à un projet potentiellement d'installation en élevage laitier bio dans les 2-3 ans à venir et du coup une formation associée qui va plus loin. Et donc, voilà, c'était des intuitions qu'on avait, c'était des femmes souvent non issues du monde agricole. Et ça veut aussi dire du coup que les mentalités changent, surtout qu'on était sur un élevage bovin, lait. Donc là, ça fait peur. Et voilà, donc ça porte aussi de l'espoir et moi, ça me donne beaucoup d'énergie, quel que soit le modèle, évidemment, et quelle que soit la filière. Mais en tout cas, dans le domaine sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, voilà, c'est porteur de sens. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir ou on passe à la question suivante.
Une question donc, qui fait écho aux stéréotypes. Donc, comment toutes les intervenantes nous conseillent donc, de faire face aux stéréotypes de genre auxquels nous pouvons être confrontés au quotidien? Comment sensibiliser notamment nos proches à ces questions? Je ne sais pas. Peut-être Madame Michaud pour commencer. Alors, je crois pas être la mieux placée pour répondre parce qu'en fait, comme je le disais un peu dans ma présentation, je me suis, on va le dire crûment, je me suis toujours un peu assise sur les stéréotypes de genre. C'est-à-dire que je les ai entendus, je les ai vécus, mais j'ai toujours expliqué qu'en fait, je me sentais pas très différente des messieurs avec lesquels je travaillais. En fait, j'ai toujours parlé avec mon cœur en leur disant « Ok, ben, vous me considérez différente parce qu'on n'est pas physiquement fait pareil, mais vous avez des plus, des moins, on a tous des forces et des faiblesses. » J'ai essayé d'argumenter en ce sens pour leur montrer qu'en fait, au final, on était tous faits de chair et d'os et que, voilà, mis à part peut-être éventuellement le fait de, a priori, raisonner de façon un peu différente, voilà, je ne sais pas quel conseil donner, sinon se connaître soi-même et être aligné avec ce dont on a envie. Et ce que disait Jocelyne Porcher sur le sentiment, et cette volonté d'être libre, je pense que ça peut être déjà essayer de travailler sur soi et travailler à ça. Parce qu'une fois qu'on se sent libre à l'intérieur de nous-mêmes, ben, vogue la galère. Hein. Et ce que pensent les autres, ben, tant pis, quoi. Merci. Je ne sais pas qui est-ce qui veut réagir. Je peux peut-être le faire juste pour vous dire que en fait, les stéréotypes de genre, ce qui est intéressant déjà, c'est de savoir ce que c'est. Parce qu'une fois que vous savez ce que c'est, vous décryptez des choses de manière un petit peu différente. Quand vous baladez dans un rayon de magasin pour jouets, puis que vous voyez que les jouets pour les garçons et pour les filles, c'est pas les mêmes, regardez un peu le type de jouet. Et ça, c'est des trucs qu'on s'en rend pas compte avant de savoir que voilà, ça peut peser. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte, on peut effectivement faire exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire travailler sur soi, faire du développement personnel, enfin, travailler sur soi, se connaître, essayer d'être libre. C'est vraiment un investissement pour soi énorme et aussi pour ses équipes. Savoir écouter et savoir voilà, comprendre un peu ce qui nous fait agir de telle ou telle manière. Donc, savoir que c'est documentez-vous, c'est le premier pas, et puis vous verrez peut-être qu'il y a des choses qui vont vous éclairer des lumières, puis ça peut vous aider tout simplement. Merci pour vos conseils. Je crois que Madame Delga avait allumé son micro pour réagir. Oui, je pense que pour lutter contre les stéréotypes, c'est par l'éducation. Et parce que moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, on avait 60 ans d'écart, mais elle m'a donné en fait une grande liberté. Bon, j'étais élevée à la campagne, donc déjà, bon, c'était voilà dans les années 70-80, hein, donc où il y avait beaucoup de liberté. Donc déjà, j'étais physiquement très libre. Voilà, elle me laissait. Elle me faisait confiance, donc je faisais beaucoup de vélo, j'allais beaucoup chez les uns, chez les autres, c'était voilà, donc et ensuite quand je lui disais voilà, donc elle m'achetait beaucoup de livres parce qu'elle n'avait pas pu aller à l'école, donc je lisais beaucoup, et chaque fois que je lisais, j'avais un nouveau métier en tête. Un coup je voulais être archéologue sur le Machu Picchu, après je voulais être coiffeuse pour des défilés de mode, après voilà, je voulais être avocate, enfin, ainsi de suite. Alors chaque fois là, j'avais la même réponse: travaille bien à l'école et tu y arriveras. Et donc, à partir de là, il n'y avait jamais de limite. La seule limite, c'est de travailler bien à l'école. Et après, tout était possible. Il n'y avait jamais une question que le Pérou, c'était loin, qu'il fallait avoir pas plus de forme physique, parce qu'à un moment, j'imaginais être une grande sportive, alors que je n'ai pas du tout de talent sportif, mais voilà, tout était possible, parce qu'il fallait bien travailler à l'école. Voilà. Et donc, à l'école, on apprenait tout, d'après ma grand-mère, parce qu'elle avait cet idéal républicain de l'école. Et je pense que ça, c'est vraiment, dans l'éducation, c'est très important de ne pas mettre, voilà, de pas mettre de barrières, de ne pas mettre de limites. Et c'est vrai que c'est surtout, quoi, c'est sur les jouets. Moi, un jour, voilà, j'ai voulu jouer avec des jeux de garçons, mais j'ai eu droit. Ça, c'est vraiment très important. Et après, je pense que chacun, je ne sais plus, une d'entre nous a dit la question du jugement.
ça, il faut qu'on arrête de juger les femmes, parce que les femmes, elles sont vraiment elles sont toujours sous le feu des jugements. Et en tant que femme politique, si vous préférez, il faut que nous-mêmes, en tant que femmes, on arrête souvent de juger les femmes politiques sur leur image. Parce que je peux assurer, il y a une vraie dictature de l'image quand on est une femme politique ou quand on est une femme à responsabilité, voilà, dans des hautes fonctions qui ont une certaine, où on est en public, voilà, où on a une visibilité publique. Il y a une dictature de l'image. Quand une femme est en responsabilité publique, il y a une dictature de l'image. Et ça, il y a une vraie différence par rapport aux hommes. Un homme, vous regardez jamais le costume, parce qu'on s'en fout de savoir s'il est bleu marine, noir et tout. On regarde pas s'il a des cernes, bien coiffé, bien maquillé, tout ça, ça n'existe pas. Moi, je peux vous assurer, alors bien sûr, je suis sur les réseaux sociaux et tout, et quand je vois les commentaires, c'est incroyable, c'est incroyable. Mes photos sont vraiment détaillées à n'en plus finir. C'est-à-dire, on regarde de la pointe de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes chaussures, ainsi de suite. Ah là, Carole, tu as des cernes, ainsi de suite. Enfin, ça, il faut arrêter ce truc-là, quoi. Et c'est vrai qu'après, parfois, on s'enferme dans cette dictature de l'image, et c'est vrai qu'il faut que déjà nous, les femmes, on arrête vraiment d'être dans le jugement sur la question de choisir de ne pas avoir d'enfants, choisir d'en avoir beaucoup, choisir même en étant enceinte de prendre un poste de responsabilité. Voilà. Soyons plus dans la bienveillance et soyons dans l'audace de respecter les choix des unes et des autres et de les encourager. Moi, je pense qu'il faut, en tant que femme, encourager les autres femmes. Voilà. Leur dire, oui, tu as raison. Voilà, il y a de ça 2 jours, une personne qui est une chef d'entreprise que je connais, qui m'a fait part d'une décision professionnelle très audacieuse. Ben, je l'ai encouragée. Je l'ai encouragée parce que je me suis dit, il y a tellement de personnes qui vont lui dire, mais attention, voilà tel risque et tout. Je me suis dit, ben, toi, tu fais pas ça, parce que tous ces conseils de limitation, elle va les avoir. Et toi, tu lui dis, ben, si vous le sentez, allez-y, battez-vous, voilà, ayez faim et soyez folle, voilà. Voilà. Croyez en vous, croyez dans votre destin. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment impulser. S'il y avait qu'une chose à retenir de mon intervention, c'est arrêtons les jugements. Voilà. Soyons dans l'accompagnement, dans la bienveillance et ayons l'audace de l'espoir. Voilà. Merci. Faire preuve de sororité, je pense. C'est ça ce qu'il y a derrière ce que vous dites, Madame Delga. Je pense que c'est le bon terme. Merci beaucoup, Jade, pour cet ajout. Malheureusement, il est déjà bientôt 9 h, donc on va devoir vous poser la dernière question. On remercie vraiment le public pour toutes les questions qui ont été très nombreuses. On est désolé pour celles où on n'a pas pu poser. Donc, on vous invite toutes à répondre, bien sûr. Pour clore la soirée, on vous demanderait en quelques mots quels conseils vous pourriez donner aux jeunes et aux moins jeunes aussi qui souhaiteraient s'engager face au changement ou dans la vie active, puisqu'aujourd'hui, on a un public majoritairement d'étudiants. Donc, on vous écoute. Peut-être en un mot ou 2, parce qu'on est bientôt au bout du temps, mais déjà, faites-vous plaisir dans vos choix professionnels. Faites ce que vous aimez, osez, et puis, voilà. Essayez aussi, parce que parfois, on a des moments où, quand on est très investi, on bosse énormément. Le stress, il y en a toujours dans la vie professionnelle, mais ayez toujours des temps de récupération. Protégez-vous aussi. Gérez ça, c'est très important, cet équilibre vie pro, vie perso. Voilà pour mes conseils. Ouais, et j'ajouterais de bouger tant que vous n'êtes pas à votre place et de vous entourer aussi des bonnes personnes. Moi, j'ai arrêté de travailler avec des gens qui ne croyaient pas en moi et je travaille avec des gens qui croient en moi et ça change tout aussi. Merci. Oui, en complément, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur à créer de nouveaux récits et dans le sens, construisez aussi l'histoire qui vous parle. Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut surtout se connecter à soi et à ses intuitions. Donc, n'oubliez pas de bien aussi clarifier l'enjeu que vous voulez pousser dans vos actions au quotidien. Et définir vraiment au mieux vos talents. On en a parlé précédemment, mais on a tous un potentiel unique. Et pour ça, il faut juste le connaître. Donc, voilà,
sortez de votre zone de confort, apprenez à vous connaître et foncez surtout. Vraiment, un point hyper important pour moi, c'est de sortir de son quotidien, de chez soi et rencontrer des gens, en fait, lire, écouter des podcasts. Enfin, c'est comme ça que vous allez aussi avoir vos propres convictions et être sûr de vous. Je ne sais pas si quelqu'un va enchaîner. Oui, je vais devoir vous quitter parce que je vais enchaîner avec un autre événement. Voilà. Moi, je dirais, suivez vos intuitions. Voilà, pour tous les jeunes qui nous... Suivez vos intuitions. Alors, je le dis d'autant plus facilement que moi, ça fait pas très longtemps que je suis mes intuitions. Voilà. Et n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. Moi, aux âges là, de tous les étudiants voilà, de l'ENSAT, moi, j'avais peur de beaucoup de choses. Voilà, le monde me faisait peur. Voilà, j'étais très, très anxieuse. Et donc, si j'avais un message à vous faire passer, suivez vos intuitions, vos voix intérieures, n'ayez pas peur et surtout évitez les gens négatifs. Voilà. Les gens négatifs, vous les évitez. Voilà, ça vraiment, soyez avec des belles personnes. Voilà. Donc, soyez intransigeants sur ce seul sujet. Soyez intransigeants sur ce sujet-là, d'éviter les gens qui ont des ondes négatives. Voyez, allez chercher des belles personnes qui rayonnent, qui vous apportent du positif. Donc voilà, écoutez-vous et allez vers la lumière. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Pour le mot de la fin, en ce qui me concerne aussi, simplement, je rejoins complètement le principe de s'écouter, son intuition. Il faut à un moment donné, on sent tous à un moment donné quand ça va ou quand ça va pas, et il faut oser se dire à soi-même, ok, là je suis plus à ma place, je suis pas bien dans ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'explorer autre chose, et ben, se donner les moyens et comment dire, s'imposer le fait de se dire, ok, je suis capable, oser, voilà, oser et écouter son intuition. On n'est jamais bien dans sa vie personnelle si on est mal dans son boulot. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre qui permet d'être bien dans les deux, quoi. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste Madame Porcher. Oui, moi, ce que je dirais, c'est mais ce serait la même chose, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, quoi. Il faut, je crois que c'est vraiment, mais c'est la confiance dans son intelligence, dans ses compétences, dans ses relations aussi, mais c'est parce qu'on a une seule vie, quoi. Je crois que c'est ça aussi, moi, qui a fait que j'ai le parcours que j'ai eu, c'est de savoir que la vie est courte, elle est très courte, et que, alors peut-être que j'ai eu ce sentiment très jeune parce que je suis une grande lectrice, et du coup, quand on lit beaucoup, et ben finalement, on vit plusieurs vies bien avant d'avoir vécu la sienne, mais j'ai eu le sentiment depuis longtemps qu'on n'a qu'une seule vie, donc faut pas la gâcher, faut pas, voilà, si on laisse passer le temps, et ben c'est foutu, quoi. On n'aura pas une deuxième chance de vivre une belle vie, quoi. Donc c'est aussi ça aussi. Et il y a une seule chance de vivre sa vie. Voilà, on a une seule chance de vivre sa vie. Et d'autre part, on a une seule chance de participer à la vie collective, à la vie commune, à construire, à porter sa pierre à la société, à porter sa pierre à l'œuvre collective que représente l'aventure humaine. Voilà, moi je pense que pour ce que je fais moi, j'ai ce parcours, mais là j'écris des livres. Pour moi c'est extrêmement important parce que voilà, ça permet de partager mes idées et d'apporter ma petite pierre à la grande construction de l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est notre aventure individuelle et c'est de l'aventure collective. Et moi, je pense que voilà, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance pour vivre sa propre vie et pour participer à donner à vivre une vie humaine à tous les humains, quoi, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure sur ça, Camille. Oui, vraiment, merci beaucoup. C'est très touchant, tous vos témoignages et très inspirant pour tout le monde, je pense. Oui. On remercie aussi chaleureusement le public de nous avoir posé toutes ces questions. Et donc, on va passer la parole donc, à la suite. Donc, encore un grand merci à nos marraines et nos intervenantes d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir rejoints ce soir.
Merci pour ces échanges. Nous allons donc laisser la parole à Monsieur Deschamps-Guillaume, directeur de l'INP-ANSAT, nous faire un petit retour sur l'événement. Eh bien, bonsoir. Oui, ce sera un petit retour parce que quelque part, j'ai pas mal d'émotions et je pense que comme vous tous, en fait, j'ai passé une très très belle soirée. C'était vraiment, j'ai beaucoup apprécié la sincérité, la beauté des témoignages. Je pense que c'était réellement inspirant, c'est ce qui était attendu et un très très grand merci aux intervenantes pour les messages qu'elles ont pu adresser à nos élèves. C'était notamment beaucoup d'élèves. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci aussi aux organisatrices. Alors, on est à la version numéro 2 de Femmes d'Avenir. Je pense que les organisatrices de la session numéro 1 en 2019 peuvent être fières de la succession qui est assurée. Je pense notamment à Juliette qui est présente ce soir, mais ce n'était pas la seule à organiser. Ce que je voudrais vous dire au-delà de cela, c'est que j'ai par contre un petit regret, c'est qu'en fait, on n'est pas beaucoup d'hommes ce soir. Même si, notamment, je note la présence de Jacques Auberti, le président du SICOVA, voilà, qui est infidèle, mais je trouve qu'on est peu d'hommes. Et vous avez dit beaucoup de choses vraiment importantes. Je pense qu'il est important que tout le monde puisse les entendre. Et même si, effectivement, les messages sont importants, il faut oser, il faut pas se freiner, il faut y aller, qu'il y ait de la folie, etc. Absolument. Mais tout ça, c'est aussi l'affaire de tous. Et je pense qu'on ira un cran plus loin quand un peu plus d'hommes viendront écouter ces paroles, viendront écouter ces témoignages. J'ai envie de dire quelque part, eh bien, longue vie à Femmes d'Avenir, mais je ne sais pas s'il faut le souhaiter tant que ça, parce que, en fait, si Femmes d'Avenir s'arrêtait assez vite, ça voudrait dire que quelque part, c'est plus nécessaire de faire tout ça. Et là, on pourrait se dire que tous, on a gagné. Bon, voilà. Je ne suis pas certain qu'on y arrivera aussi vite que cela. Donc, faisons un challenge de tout ça pour nous tous. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, je terminerai en vous disant que voilà, dans quelques jours, oui, ce sera la fin de mon second mandat de directeur à l'ENSAT. Je passerai ensuite à autre chose. Et très franchement, c'est quand je vois des événements comme cela que je vais avoir du regret à quitter tout cela. Ce sont des moments importants et qui resteront des moments gravés pour moi dans ma carrière de directeur. Donc, encore une fois, merci à toutes et continuons comme ça. Merci. Donc, merci, Monsieur Deschamps-Guillaume. Femmes d'Avenir n'aurait pas pu avoir lieu sans l'énorme travail de l'équipe organisatrice. Nous avions voulu les présenter dans une très courte vidéo. Malheureusement, cette vidéo ne passe pas sur Zoom, donc vous pourrez la retrouver sur notre page Facebook. Et je vous invite à aller la voir pour les plus curieux. Salut, moi c'est Ainoa. Salut, je m'appelle Anouk. Bonjour, je suis Julie. Moi c'est Léa. Moi c'est Juliette. Bonjour, je m'appelle Axel. Bonjour, moi c'est Léonore. Moi c'est Laurie. Bonjour, moi c'est Claire. Moi c'est Coralie. Je suis Léa. Je suis Adèle. Moi c'est Clémence. Bonjour, moi c'est Christina. Moi c'est Camille. Et nous sommes toutes les 15 étudiantes en dernière année à l'ENSAT. Nous nous sommes investis dans Femmes d'Avenir pour mettre en lumière des femmes dont les profils et les carrières méritent d'être entendus et qui sont de réels exemples à suivre pour les générations suivantes. C'est une manière aussi pour nous de se former, de s'engager et de s'inspirer en donnant vie à une conférence qui peut permettre de donner de l'ambition et de l'audace à chacun d'entre nous. Marcel Proust disait « L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions ». L'audace, c'est oser malgré les freins auxquels on peut être confronté. L'audace, c'est avoir confiance en soi et en sa capacité de réussite. C'est prendre le taureau par les cornes et défier les avis des autres. Être femme, c'est d'abord se sentir femme. Être une femme, c'est aussi faire face à des constructions sociales, un comportement, une attitude à adopter, une apparence à avoir. Car être une femme, c'est aussi se battre contre des préjugés.
c'est se battre pour ses droits et la reconnaissance de sa place. Chacun et chacune est libre d'être soi-même, de construire ses propres valeurs et de s'assumer pleinement. Le travail d'équipe ne se résume pas seulement à la rencontre de nouvelles personnes et au partage, il nous apporte richesse et diversité, il nous permet d'atteindre des objectifs plus grands que nous. Il faut s'enlever nos propres barrières et s'autoriser à rêver. Nos intervenantes sont un bel exemple qu'avec du travail, de la motivation et de l'engagement, tous les métiers nous sont accessibles. Une bande dessinée qui m'a beaucoup inspirée, c'est Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux, une illustratrice française. Elle dresse le portrait de 15 femmes qui ont courageusement bravé la pression sociale en leur époque pour accomplir leur destin. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Betty Mahmoudi qui s'appelle Vendue, où elle raconte l'histoire de Zana Mussen. Zana a été vendue par son propre père pour être mariée de force au Yémen alors qu'elle n'avait que 15 ans. Là-bas, elle subit viols et violences dans un pays où ce sont les hommes qui dictent les règles. Elle raconte dans ce livre comment elle s'est battue pour ses droits et sa liberté. Ne vous focalisez pas sur l'arrivée de celles et ceux qui sont partis avant vous. L'important, c'est de prendre votre départ. Ceux qui n'osent pas ne se trompent jamais, mais ils ne construisent rien. Alors faites plein d'erreurs. Une vie, c'est bien trop court pour se mettre des barrières. Alors ne mettez pas de limite à vos ambitions et n'ayez pas peur de rêver grand. Je vais laisser la parole à Adèle et Coralie pour la conclusion de notre événement. Déjà, merci beaucoup à toutes les intervenantes et à toute l'équipe, parce que c'est un très bel événement. Et nous voulions rappeler que nous avons vraiment tout fait pour que cette soirée ait lieu, malgré la situation actuelle que vous connaissez toutes et tous. Et quand nous voyons le nombre de personnes présentes ce soir, les échanges qui ont eu lieu, les étincelles dans les yeux de nos invités, nous sommes sûrs que notre partie du contrat est remplie. Nous avons su nous adapter, nous réinventer, pour assurer que les messages portés ici ce soir soient entendus par toutes et tous, parce qu'ils sont pour nous essentiels. C'est maintenant le travail de tout un chacun de s'assurer qu'un jour, les inégalités de genre ne soient plus un sujet, comme l'a très bien dit M. Deschamps-Guillaume. Léa Salamé a écrit « Nous sommes toutes construites par d'autres parcours que les nôtres. Il est important d'avoir des femmes à qui s'identifier dans une époque où 80% des objets d'identification restent masculins. Ce soir, nous espérons vous avoir donné des modèles auxquels vous identifiez pour que vous puissiez, à votre tour, oser. » Au nom de toute l'équipe Femmes d'Avenir, nous tenons à vous remercier très chaleureusement l'ensemble de nos marraines et intervenantes. Vous nous avez énormément inspirés, encouragés, mais aussi énormément émus. Merci pour votre temps, pour vos conseils et pour la dose d'inspiration partagée ce soir. Nous voulons également remercier nos sponsors, la région Occitanie, le CFA Midi-Sup et Agrinium. Merci d'assurer que le message de cette conférence soit accessible au plus grand nombre, gratuitement et de n'importe où. D'ailleurs, le replay de cette conférence sera effectivement accessible sur tous nos réseaux, pour ceux qui veulent revoir l'événement ou le partager autour de vous. Merci à notre école Toulouse INP ENSAT et M. Deschamps-Guillaume de nous avoir donné un environnement d'études favorable à ce type d'initiative étudiante et de nous avoir soutenus pour ces 2 premières éditions. Nous espérons que cela perdurera pour les nombreuses prochaines éditions, car vous avez la responsabilité de former les femmes et hommes d'avenir du monde de demain. Merci tout particulièrement à mesdames Laure Baudaigne et Anne Molinier pour votre accompagnement et votre conviction que cet événement devait avoir lieu coûte que coûte. Merci à M. Aristide Boucaré pour sa patience et d'avoir comblé nos lacunes en informatique pour que nous puissions faire cette soirée 100% à distance. Merci à l'équipe de la première édition de la conférence. En effet, vous avez initié un projet essentiel et vous nous avez donné envie de reprendre le flambeau de ce bel événement. Enfin, merci à l'ensemble des membres de l'équipe Femmes d'Avenir. Vous avez su vous adapter encore et encore, vous réinventer et rester motivés pour que toutes et tous aient l'opportunité de se joindre à nous ce soir. Vous êtes toutes des femmes d'avenir. Pour finir cette belle soirée, merci à vous qui nous écoutez. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Nous ne pouvons qu'espérer avoir réussi à vous inspirer, à rêver en grand et à réaliser vos rêves. À ne pas avoir peur de vos ambitions et surtout à continuer d'inspirer et de vous engager pour ce en quoi vous croyez. Soyez toujours curieuses et curieux, inspirés et inspirantes. Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine.